Celui qui ouvre une école ferme une prison, disait Victor Hugo. Et depuis 1960, on se pose bien la question de savoir si les écoles sont ouvertes et que les prisons sont réellement fermées. Chose curieuse, c'est que jusqu'à preuve de contraire, les prisons s'ouvrent de plus en plus et les écoles ferment également de plus en plus parce que les instituteurs, les enseignants, les professeurs manquent justement de salaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle édition de DBS Matin. Vous connaissez bien le principe, au cours des 2 heures à venir, nous allons vous entretenir en décryptant justement l'actualité. Notre point focal ce matin, ce sera justement les enseignants qui ont décidé en tout cas de commencer à grèver avant même le 1er juin prochain. Mes deux mousquetaires sont déjà sur ce plateau ce matin. Alain Diop, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous nos téléspectateurs. Steve, je voudrais dire un bonjour particulier à un confrère qui nous écoute, qui nous suit tous les matins. Il s'agit de Léger Tchentu qui nous suit tous les matins et je lui dis bonjour. Bonjour également à lui. Bien dormi pour vous au moins? Vous avez bien dormi? Oui, bien. Vous allez bien? Oui. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Absolument. D'accord. Mark Venatius, good morning, welcome. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. How is it? We thank God, we are fine. J'espère que vous allez bien. Hein? Yes, we are fine, Steve. Parce que vous avez souvent tendance à lui dire « Oh, je vais bien », pourtant tout va pas vraiment bien. Steve, for now, we are fine. Vous allez bien. Jusqu'à présent, tout va bien. Yes. Tout va pour le mieux. Voilà. Eh bien, on n'est pas dans Candide hein, de Voltaire qui disait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoique les événements soient enchaînés. Mesdames, Messieurs, vous l'avez bien compris. Voici la revue de presse, la première partie en langue anglaise. Tuesday, the 26th day of the month of May 2020. It is another edition of a newspaper headline review, and we begin with the Guardian Post newspaper asking if the dumping of the CFA franc is in sight. The recent landmark decision by the French Council of Ministers to vote a bill that will see the end of the use of franc CFA in West Africa has rekindled hopes that CEMAC leaders will now push for the highly expected divorce with the French currency. In education, June 1 school resumption in doubt as teachers set tough conditions as the National Syndicate of Teachers Association in Cameroon has petitioned the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute, outlining conditions government should implement for schools to resume on June 1 amid COVID-19. The Post newspaper comes back to the event surrounding the National Day, saying 2 presidents, 2 speeches, but different content. President Biya insists on his part, ask Cameroonians, don't panic, don't believe in fake news, while Professor Kamto says our destiny depends on us. On page 2, the paper asks who addressed burning issues that bisecting Cameroon. We read that in today's edition of the Post newspaper, and the paper says Cameroonians on red alert. We have that on page 2 as association rumors rock Yaoundé. And in this human interest story, the ritual killing of 21-year-old throws Boya into panic. We leave the Post newspaper and we take the Eden newspaper that informs us that we've entered a complicated phase of the pandemic as the Minister of Public Health warns. Government releases 4.1 billion francs CFA for MPs' vehicles amidst COVID-19 measures. President's doctor allegedly dies of the virus, and Biya shone silent and speaks on coronavirus as World Health Organization woes Madagascar over the drug. In education, the paper says teachers to fuel school resumption on June 1 unless certain conditions are met by the government. Read page 12 of the Eden newspaper for these conditions. 20th May, 48 years later. What are we celebrating? On page 3 of the Eden newspaper, read for this thought-provoking worry of this Cameroonian who lament if we should have 4 eyes to see that national unity is strongly threatened by bad governance, tribalism, favoritism, selfishness, pride, and so on. And then still on May 20th celebration, Kamto challenges Biya to dialogue
with Ambazonia leaders. Continue reading on page 10 of the Eden newspaper. We leave the Eden newspaper and we take the Sun newspaper that has their focus in education. On June 1 school reopening, teachers say no, that classes will not resume on June 1 except clear measures are taken by the government. Measures such as daily and meticulous disinfection of school campuses, free availability of hydroalcoholic masks and gels for all students and teachers on all school campuses, limit the number of students to a maximum of 24 per class, organization of exams on the basis of up-to-date coverage of school programs, and provision of special risk bonuses for teachers. Then Cameroon's presidency, the paper on page 2 says, succession rumblings get louder. In health minister warns situation is becoming complicated, and Limbe prays for God's intervention on Cameroon and on National Day commemoration. We take the government-owned Cameroon Tribune on the fight against COVID-19 pandemic that says some African and Caribbean artists at the initiative of a Cameroonian journalist, Amobe Mevege, have taken a virtual concert to sensitize the population on the risk of COVID-19 infection. This was yesterday as Africa celebrated African Day to mark the 57th anniversary of the creation of the Organization of African Unity. Ramadan 2020, Muslims from across the country, as we read in today's edition of Cameroon Tribune, ended their month-long fasting on Sunday, May 24th, with low-key prayers in mosques and homes. The usual grounds were empty as the faithful respected social distancing and barrier measures against COVID-19 pandemic, as Cameroon Tribune tells us on pages 12 to 13. The Voice newspaper tells us that prison guards torment sick Ambazonia leaders in prison and hospital as lawyers alarm, and the Human Rights Watch calls for proper Medicare. UK pledges 15 billion francs CFA to help Africa respond to COVID-19 and support to help train African health experts to tackle the pandemic. We take Le Jour newspaper on pages 2 to page 5 that ask a rhetoric question of how we can live together. Le Messager newspaper on their part talks of the Operation Sparrowhawk, saying the wife of the former Minister of Defense, Bernadette Mbengo, is going through some inhumane treatment, and the paper says this has been called for by some political enemies of her spouse. Integration newspaper says coronavirus in Cameroon at the test of truth and lies on humanitarian aid, manipulation and counter-truths, making up public speeches, all these very far from the sacred union, false statistics and so on. On pages 8 to 10, the paper says there is the urgency to make a better choice now. Then on page 4, the paper tells us that 4.5 billion francs CFA has been set aside for vehicles for MPs. We go out of Cameroon with the Vanguard newspaper in Nigeria that informs us that despite the cut in the 2020 budget, revenue projection by the federal government on the backdrop of the fiscal headwinds following the impact of COVID-19 pandemic and falling oil prices, the Nigerian Economic Summit Group has said that the revised revenue projection of 5.08 trillion naira may still not be met. We end with the Daily Nation newspaper in Kenya that says the proposal to have the National Metropolitan Services allocated 27.9 billion shillings in the 2020-2021 financial year has raised questions, with a parliamentary committee summoning Treasury Cabinet Secretary Ukur Yatane over the source of the funding. Steve, these are some of the information we could lay hands on this morning. Merci beaucoup, Marc Guevenachos, pour cette revue de presse en langue anglaise. De très belles informations d'ailleurs avec du Guardian Post qui s'interroge d'ailleurs ce matin. C'est McDumping of CFA Friend Insides. En tout cas, c'est la grande interrogation de The Guardian Post ce matin. Et on peut également préciser que le Post nous fait savoir qu'il y a deux présidents, deux discours et bien sûr different content ahead of National Day. Bon, en tout cas, dans un instant, nous allons en parler tout de suite maintenant. Prenons la langue française avec Alain Diok.
Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui parle justement de la lutte contre le Covid-19 et la sensibilisation en décibels. À l'initiative du journaliste camerounais Amoube Mvengue, des centaines d'artistes africains et caribéens sont donc André Maritala, Oumar Sangaré, Fali Poupa, Oswald Levat, Salatiel, Daphné, Angéline Kidjo et Salif Keita ont donné un concert virtuel donc hier à l'occasion de la journée de l'Afrique. L'objectif, sensibiliser les populations au risque d'infection, engager une réflexion sur l'Afrique post-crise. Pour le journal essentiel du Cameroun, ça se complique avec la pandémie du coronavirus au Cameroun. Situation du 18 juin 2020, 3529 cas plus 424 infectés. 1567 guéris et 140 décès. Situation du 25/5/2020, 4890 cas plus 490 infectés, 1865 guéris, 165 plus 6 décès. Le quotidien Mutation évoque le dépistage en rage du coronavirus. Attente jugée longue des résultats de tests et la discrimination sur le site dédié sème confusion et colère. Un responsable du centre des opérations d'urgence de santé publique s'explique dans le journal. Coronavirus au Cameroun à l'épreuve du mentir vrai. C'est le titre qui barre la une du journal Intégration. Selon le journal, des aides, manipulation et contre-vérité structure le discours public loin, très loin de l'union sacrée, statistiques tronquées, citations faussées, références inventées, raisonnements approximatifs, évocation rituelle donc des grands idéaux, recherche d'un bouc émissaire, omniprésence des médias, tout y passe. Pour le journal de Thierry Ndong, il y a urgence de faire le bon choix. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon s'intéresse à l'opération Épervier avec Bernadette Mebengo dans le taux des réseaux. Selon le journal, en proie justement à des soucis de santé, l'épouse de l'ancien ministre de la Défense fait l'objet de traitements dictés par certains ennemis politiques de son époux. Défi actuel, le magazine de François Bambo évoque la reprise des cours, la rentrée qui fait peur. À quelques jours donc de la réouverture des classes, la montée en puissance du nombre de contaminés qui a fait pratiquement tripler en 3 semaines inquiète les élèves, étudiants et enseignants. Le quotidien L'économie de Thierry Ekouti nous renseigne que la CIMA tranche en faveur des victimes du Covid-19. En effet, la conférence interafricaine des marchés d'assurance a fait des recommandations aux différents directeurs généraux des sociétés d'assurance de faire preuve de flexibilité face à la crise sanitaire. Au Gabon, le journal L'Union reste dans un questionnement ce jour. Régie financière, l'apaisement. La grève à l'appel de la Fédération des collecteurs des régies financières et celle des syndicats des régies financières pourrait donc avoir fait long feu. Une rencontre de concertation hier avec le ministre Jean-Marie Ogadanga a donc en effet débouché sur le paiement programmé de la prime spécifique à compter du 28 mai et celle de la performance budgétaire à partir du 5 juin prochain. Au Congo, les dépêches de Brazzaville présentent ce que les Brazzavillois attendent de Dieudonné Batil Samba. Élu maire de Brazzaville le 22 mai dernier, il hérite d'une ville qui fait donc face aux problèmes d'assainissement, d'érosion, d'occupation anarchique de terrain, d'absence des cimetières publics et détérioration des voiries urbaines. À Air de Congo, le courrier de Kinshasa parle justement des Vital Kamere qui menacent de brûler la case. Selon le journal, le directeur du cabinet empêché du chef de l'État et accusé principal dans cette affaire brandit la menace de mettre le feu si sa femme venait donc à être convoquée à comparaître. Fraternité Matin, le journal ivoirien nous informe que l'école a bien repris dans le Grand Abidjan. Le gouvernement annonce la distribution de 80 millions de masques à la communauté éducative et la double vacation dans les établissements.
En France, le journal Le Monde titre « Déconfinement, la semaine décisive du gouvernement ». En effet, et il doit donc présenter cette semaine un premier bilan avant la prochaine étape de déconfinement, une preuve de vérité pour l'exécutif, nous dit le journal. Le journal catholique La Croix titre « Gouverner en terre inconnue ». Dirigeants politiques et chefs d'entreprise prennent ces jours-ci des décisions cruciales dans un contexte d'incertitude inédit. Nous parlons donc le journal catholique de ce matin. Le Figaro qui parle des faillites, plans sociaux, ce choc que la France redoute. De nombreuses entreprises ne tiendront pas face à la crise lorsque le gouvernement retirera donc ses mesures de soutien. Des suppressions d'emplois massifs sont redoutées à la rentrée. Terminons par le quotidien sportif L'Équipe et Boas qui fait volte-face, touché par le départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta qui, après avoir refusé de prolonger son contrat, l'entraîneur André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l'Olympique de Marseille. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Merci beaucoup Alain Diok. C'est Zubizarreta, Anthony Zubizarreta, ancien joueur également de l'Olympique de Marseille, puis également partie en tout cas de ces joueurs qui avaient remporté la Champions League en 1993 avec l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, c'est le seul club français qui a encore la Champions League. En tout cas, vous allez encore essayer, vous passez Saint-Germain. On vous comprend parfaitement. En tout cas, on sait que André Villas-Boas va rester justement à l'Olympique de Marseille. Mais je vais revenir en tout cas sur la grande une de Intégration ce matin, le journal de Thierry Ndong, et surtout avec le rédacteur en chef qui a une main que j'aime beaucoup, Jean-René Meva-Mougou. Nous sommes à l'épreuve du mentir vrai. Absolument. C'est une très belle rhétorique. Oui. Je pense que c'est ce qui est dit, oui. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ailleurs, les gens ont l'impression, mais ça reste une impression, les gens ont l'impression que vraiment il y a des contre-vérités dans cette affaire de crise sanitaire, de la pandémie du coronavirus, parce que au vu de ce que nous voyons, on a le sentiment qu'il y a vraiment des choses qu'on cache. Parce que quand on voit, par exemple, quand on déambule de partout, on voit les gens qui ne respectent aucune mesure de barrière, on a le sentiment que ça va de mal en pis. Donc, justement, je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent ou s'alignent devant cette analyse ce jour, à savoir que, justement, il y a des chiffres qui sont tronqués. Mais peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être que, comme nous ne sommes peut-être pas des dirigeants, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on peut cacher des chiffres, mais peut-être aussi pour ne pas justement s'aimer la peur. Vous savez qu'au début quand même de cette pandémie, il y a eu une sorte de diabolisation même de cette maladie, et puis les gens ont pris peur. Maintenant qu'on a essayé ça s'est relâché un peu, je ne sais pas, pour moi il fallait plutôt accentuer justement avec cette peur-là, parce que peut-être quand on connaît justement les Camerounais et tout ce que ça va, on a le sentiment que s'il n'y a pas la peur, beaucoup de personnes ne vont pas prendre la chose au sérieux. En tout cas, on vous comprend. C'est également la grande une de Eden ce matin. Public Health Minister warns we have entered of a complicated phase of the pandemic. Actually, Steve, the Minister of Public Health recently informed Cameroonians that we are already at a very complicated state of this pandemic. And following from what Jackson was saying, when Cameroon had 5 cases, we closed schools, we closed churches, we closed activities, as they told us, if at all these activities were even closed. Then we are now past 4,800. We want to open the schools. Churches are already resuming because the Archbishop of Bamenda last week announced that masses could begin. There are some churches that did not even finally close. What they did was simply break their congregations into halves, and it was continuing. So I rather think that we should have continued with the fear that we had. Because with the fear, the number was not this rampant. Remember when government softened the barrier measures, it was as if to tell Cameroonians that coronavirus has finished. And that is why when they announced that off licenses and bars should be opened, Cameroonians were jubilating, and the wearing of face masks completely dropped. People took it now for granted. We are just wearing it because Cameroonians are afraid of the forces of law and order, not because of coronavirus. And I think with that, we are where we are now. We are already talking of getting to 5,000 cases, if at all. 5,000 confirmed cases. So I think that it should have been better that we remain with that notion that we don't understand the virus as much and remain with a lower figure than keep
increasing what we have in our society. En tout cas, c'est encore un autre problème que nous avons au Cameroun. On espère tout simplement que les mesures barrières seront respectées tous les jours. Sur notre plateau de DBS Matin, nous en parlons et surtout nous sensibilisons en tout cas nos téléspectateurs. On va également oublier que le 1er juin prochain, l'école va rouvrir, mais il faut le dire, les enseignants disent non. Et d'ailleurs, c'est The Sun qui titre d'ailleurs June 1st School Reopening, Teachers say no. That is it. Teachers and Steve, I see with them because we have sacrificed this sector of our activity. Because while we are proning the idea of confinement, we want teachers to go back to school. We don't know where these children are coming from. They are coming from various neighborhoods. They will come into the class. The health of the teacher first is at risk. That is why the teachers union, trade union, close to 19 of them came together and decided that the government, they wrote a petition to the Prime Minister asking the government to take certain measures. Amongst them, nous allons en parler d'ailleurs ce matin, ne vous inquiétez pas. Regular sanitize, they have to make sure that the various school campuses, that they are taken care of on a daily basis. They are supposed to take care of them. They are supposed to provide hydroalcoholic mask and gel to all the teachers and all the students, and then some bonuses for teachers. If at all, they will come back to school. Because if we don't do this... On espère seulement qu'ils vont retrouver le chemin de l'école le 1er juin prochain. Oui, moi je pense que le Cameroun n'invente pas la roue. Vous savez que le Cameroun ne peut même pas aller en marge de ce qui se passe ailleurs. Dans les pays comme le Bénin, il y a de cela, les cours ont commencé, ça fait presque 3 semaines déjà. Je crois 2 ou 3 semaines déjà. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ailleurs, c'est la même chose. Pourquoi le Cameroun ne doit pas démarrer? Seulement parce que les gens ont peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Peut-être parce que la pandémie a pris peut-être une autre tournure, mais il se trouve qu'on ne peut pas aller en marge de ce qui se passe ailleurs. Maintenant, la responsabilité, quoique ça peut être d'abord pour l'État, mais elle doit d'abord être individuelle. C'est ça le problème. Parce que les gens dénoncent, ils font des fuites en avant, disant que, par exemple, il faut qu'on donne des masques à la communauté éducative, il faut ceci, il faut ceci. Mais par contre, on voit tous les jours les gens qui dorment. Tout à l'heure, là, je venais au niveau de PK8, mais jusqu'au matin, les bars sont ouverts. Donc, ça devient un peu compliqué, on ne comprend pas. Donc, je dis, soit... on ne peut pas aller en marge de ce qui se passe ailleurs. Maintenant, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que justement, qu'il n'y ait pas, parce que vous savez que avec les jeunes, les enfants et même les étudiants, c'est très facile d'être contaminé parce que justement, il n'y a pas de l'espace. Je tiens à vous rappeler qu'hier était également journée fériée, chômée et payée. Oui. Et que hier également, on poursuivait encore, il faut le dire comme ça, on poursuivait la journée de l'Aïd el-Fitr. Oui. Et beaucoup ont célébré avec faste, et beaucoup d'amusement d'ailleurs. Oui. Donc quelque part, c'était normal que ce matin... Il y avait aussi la journée de l'Afrique. La journée de l'Afrique également était hier. Voilà. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Et on va vous dire bonne journée et bonne continuation. En espérant vous revoir demain matin pour une nouvelle édition de votre revue de presse. Tout de suite maintenant, nous accueillons Hervé Moukouri dans la chronique. Hervé Moukouri a sur ce plateau. Hervé Moukouri, bonjour, bienvenue à vous. Merci Steve. Comment allez-vous? Ah, c'est bien, merci. Ne me dites pas que ça va très bien, je veux que vous alliez très bien. Non, ça va très bien, très bien, très bien, très bien d'ailleurs. Parce que parfois quand on dit que ça va bien, parfois ça fait très mal. Non, ça va. Tout va pour le mieux. Dans le monde, heureux de le savoir. Dans le meilleur des mondes. Eh bien, on parle toujours de coronavirus ce matin et vous allez faire un gros plan sur la stigmatisation autour même de ce Covid-19. Alors, que d'appels j'ai personnellement reçus pour m'informer d'une situation tendue entre les familles éplorées qui, impuissantes, voient conduire leurs proches dans un cimetière X pour être inhumés après un décès suspect des suites de coronavirus. Les cas sont devenus légion. Il ne se passe pas de jour sans qu'on assiste à des prises de bec entre personnel médico-sanitaire et famille du fait de l'incompréhension liée au genre de mort. Il y a près de mois, cet médecin de l'hôpital Sebec à Bonabiri qui a été passé à tabac.
Il faut dire que l'avènement du Covid-19 a entraîné des dérapages sociaux, des déviances, cultivé même l'animosité entre patients et personnel médico-sanitaire. On a noté même un rejet des structures sanitaires. On a instauré le doute, la peur et la crainte. Aujourd'hui au Cameroun, on fait davantage confiance à soi qu'à un diagnostic d'expert médical. Tant les résultats des analyses apparaissent faux aux yeux de certains, bien que onéreux. Et le suivi médical de plus en plus loin d'être d'aplomb. Ceci n'est pas du tout du fait que nos médecins sont défaillants, inexperts, inaptes, incompétents. Mais c'est qu'en effet, l'arrivée du Covid-19 a totalement infecté le comportement des Camerounais. Téné, aujourd'hui, ce redoutable virus venu de Chine est considéré comme une maladie honteuse. Pour peu que vous soyez suspecté d'être atteint de coronavirus, les regards changent tout de suite. Les malades sont même expulsés par leurs propriétaires. Les médecins contaminés et abandonnés à leur triste sort par leurs confrères, tout simplement par leurs époux et épouses. À la moindre confirmation de contamination, vous semblables, êtes à la merci, je le souligne très bien, de la stigmatisation. Au regard des hommes, plus que le sida, le coronavirus est devenu une maladie de la honte. Je le disais encore tout à l'heure, une maladie honteuse. Des personnes suspectées de l'avoir contractée sont pointées du doigt au quartier et même dans les lieux de travail. La stigmatisation est beaucoup plus ressentie en Afrique, chez nous, dans le continent, du fait de la vie communautaire qui nous habite. Au moindre doute, le suspect que vous êtes est d'office mis en quarantaine, socialement parlant. Ça, c'est normal, c'est une bonne chose, certes, pour éviter toute propagation, mais de là à faire de vous un sacré pestiféré, c'est humiliant. C'est d'ailleurs pourquoi certains préfèrent vivre cachés et la conséquence est parfois dramatique, puisque par peur de stigmatisation, de nombreux malades ont retardé leur prise en charge et en sont morts. Et c'est bien dommage. Le gouvernement a toujours mis l'accent sur les gestes barrières pour freiner la pandémie. Ceci à travers des campagnes de sensibilisation. Mais ce gouvernement semble négliger un aspect qui ne doit aucunement l'être. Éviter la psychose qui engendre la stigmatisation. Ceci semble bien construire le nid de la haine, surtout dans notre contexte purement camerounais où on parle de tontina, sardina et autres. Il faut pour cela rappeler que le Covid-19 tue certes, mais il ne doit aucunement être synonyme de mort. La preuve, en Afrique, il y a moins de morts qu'aux États-Unis ou en Europe. En clair, arrêtons de stigmatiser les malades de Covid-19. Arrêtons d'en faire une maladie honteuse au centre de dissensions entre personnel médico-sanitaire et même famille plus ou moins éplorée. Valorisons plutôt ceux qui en sont guéris et pour cela, arrêtons, n'est-ce pas, d'appeler, comme on le dit très souvent au quartier, au quat, n'est-ce pas, quelqu'un qui a atteint du Covid-19, que le gars qui passe là, il sort de l'hôpital, il avait le Covid-19. C'est stigmatisant, il faut le dire quand même. Et il faut le dire justement, Hervé Mokori, merci pour votre chronique ce matin. On ne va pas également oublier que si cette maladie est honteuse, la meilleure des choses à faire, c'est de respecter les mesures barrières pour que demain, aussi simple que ça. On ne vous dise pas justement que le gars qui passe là, il était à l'hôpital. Il avait ça, il sort de l'hôpital. Il sort de l'hôpital comme ça. C'est bizarre quand même, mais c'est ça aussi. C'est les dures réalités du pays. Qu'est-ce qu'on va en faire finalement? Parce qu'à un moment donné, au lieu d'apprécier une personne qui a justement guéri du Covid-19, on est en train de la stigmatiser. On la stigmatise et puis il y en a même qui sont, comme je le disais un peu tout à l'heure dans la chronique, il y en a qui sont malades. Mais qui ne vont pas dans les hôpitaux. Qui ne vont pas dans les hôpitaux parce qu'ils se disent que, on va dire là que j'ai l'affaire là. Donc, je préfère rester à la maison. Je vais me soigner seul. Et je vais me soigner seul. Enfin, et je vais prendre mes potions là. Et pour peu qu'on se sente bien, on croit qu'on est guéri. Mais parfois, cette maladie peut être en interne sans qu'on ne le sache. Il faut toujours aller à l'hôpital. Il faut toujours aller à l'hôpital. Bien que nos hôpitaux de plus en plus sont parfois des mouroirs. Mais il vaut mieux quand même être suivi de très près.
Parlant de la stigmatisation, j'ai une amie, il faut le dire, elle est infirmière. Elle m'a dit, dès que le coronavirus avait commencé, que son mari lui a dit, bon, ok, il lui a donné de l'argent, tu prends une autre chambre, tu prends une chambre. Lorsque le coronavirus va se terminer, tu reviens à la maison. Mais tant que tu es avec ces gars-là, moi, je ne te veux plus chez moi. C'est clair, et il y a des médecins qui vivent comme ça, justement. Bon, voilà. Et c'est très difficile à vivre une telle situation. Voilà. Pourtant, nous avons besoin de ces infirmières, de ces médecins, justement pour soigner les malades du Covid-19. À eux, d'ailleurs, nous faisons une belle révérence ce matin et tous nos hommages, en tout cas, à toutes ces familles qui connaissent d'ailleurs des médecins. Hervé Moukouri, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. C'est partagé. Au plaisir de vous retrouver demain. Mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, nous accueillons bien sûr le débat. Pas du tout facile, il faut le préciser d'ailleurs, pour avoir tous ces invités, surtout les avoir sur le plateau, il faut les placer à gauche et à droite. Et il y a une équipe, toute une grande équipe derrière les femmes, les hommes. Il fut un temps où il y avait certains travaux qui étaient seulement faits pour les hommes, mais là, même les femmes en font partie. En tout cas, mes hommages à toute mon équipe ce matin. À ma droite, Dr Yamtiba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos, merci de me recevoir une fois de plus. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, j'ai profité du long week-end pour dormir. Il le fallait à tout prix. Dormir, je me suis reposé. Oh, tant bien que mal, bon, on espère que vous vous êtes bien reposé. Eric Baba-Mikael, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à l'ensemble de mes compagnons, bonjour au professeur. Vous êtes devenu quelqu'un qui résout les problèmes de terre. Non, du tout, je veux revenir. En fait, je voulais d'abord saluer mon enseignant, le professeur Soumo, que je n'ai plus revu au département, à la faculté des sciences et des sciences humaines depuis, parce que je suis parti du département. Et j'ai un peu mis un stand-by à mes travaux de recherche. Donc vous êtes face à votre professeur ce matin, à votre enseignant ce matin. De temps en temps, je n'hésitais pas à mettre un petit pied sur ses pieds quand il ne voulait pas me donner ce que je veux. Okay, bonjour. Non, mais mon coup de gueule ce matin, c'est à l'endroit de l'autorité administrative de l'arrondissement de Lukbadjek. C'est dans le département de la Sanaga-Maritime relatif à des problèmes fonciers qui ne font que se multiplier. J'ai fait une descente sur le terrain en début de semaine. Et là, le constat qui me revient, c'est que à l'arrivée du sous-préfet, un certain nombre de faits ont été modifiés, c'est-à-dire les descentes sur le terrain étaient préalablement conditionnées à une caution de 50 000. Quand le mec arrive, il augmente ses descentes sur le terrain à 100 000. Et puis, ironie du sort, c'est qu'il ne descend jamais sur le terrain. Il envoie plutôt ses assistants qui reviennent avec des rapports parfois erronés. Et à côté de ça, on impose un peu aux autorités locales, notamment les chefs, à pouvoir poser les signatures sur des procès verbaux dont ils ne se reconnaissent pas. Parce que quand on soit le cas dans un village, la première autorité qui est en charge des palabres foncières devrait d'abord être les chefs et la notabilité. Quand ils sont exclus, puis on les parachute un procès verbal, où ils ne se reconnaissent pas, ils refusent à poser des signatures. Et cela s'ensuit des menaces de destitution, des menaces d'identification de leur appartenance politique. Et toutes les populations sont vraiment en émoi. Vivement que le préfet de la Sanaga-Maritime, d'ailleurs j'ai saisi l'un des députés de la Sanaga-Maritime, à savoir François Biba, pour que ce problème soit porté sur la table du préfet, afin qu'on essaye un peu de désamorcer la tension qui est dans cet arrondissement-là. Il faut également préciser que c'est un arrondissement qui est très proche du département de Voré, c'est pas très loin de la Dibamba, donc ça fait l'objet de toutes les convoitises foncières de la part des citadins de Douala qui veulent trouver à cet espace-là leur zone de campagne. Et ça y va vraiment avec tout ce qui va avec, notamment de grosses sommes qui circulent, que ce soit en haut ou en bas, mais l'essentiel c'est qu'on puisse arriver à ce qu'on désire. Donc, mes encouragements également à cette population-là, qui justement ne doit pas cesser de se référer à l'autorité administrative pour que la solution soit solutionnée. Je vous vois guetter votre professeur de temps en temps, là, votre enseignant. J'espère qu'il va pas vous frustrer tout au long de l'émission. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelqu'un qui sait prendre des coups de poing, il sait également en donner. Non, je voulais justement pas qu'il y ait ce genre de soucis entre vous deux, parce que je vous vois le guetter de temps en temps quand vous prenez votre parole. Bon, on espère que ça ira. Professeur, ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour à mes copanélistes, bonjour à mon fils qui est en face de moi. J'en ai formé
beaucoup. C'est depuis 93 que j'enseigne. Hein. Vous imaginez, partout où je vais à la banque, je retrouve mes enfants. À la télé, je retrouve mes enfants un peu partout. Dans l'armée, dans l'administration, etc. Donc, je suis un homme comblé. Et bonjour à vos téléspectateurs. Comblé également de voir Eric Pépin Bikaï sur votre plateau. C'est même d'ailleurs une belle image qu'on vous montre là, sur vos petits écrans. Vous êtes en face de lui. Tout à fait. Ah, vous savez, ce sont des arbres que nous avons plantés. Et comme dit l'adage, qui a planté un arbre n'aura pas vécu inutilement. Vraiment, il n'aura pas vécu inutilement. Et on sait que vous n'aurez pas vécu inutilement en tout cas. Albert Anatoly ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je pense que ça fait toujours plaisir de retrouver, de se retrouver avec des personnes qu'on connaît, qu'on a perdu de vue et que subitement le hasard nous fait les rencontrer. Tout à fait, c'est aussi le charme de cette émission. Je salue tous les spectateurs qui nous regardent dans le cadre de cette tribune, sur le continent africain et au-delà. Mon coup de gueule de ce matin va soulever deux problématiques. Alors, le Cameroun doit-il s'inspirer du modèle chinois ou russe en matière de contrôle des réseaux sociaux? La question mérite d'être posée sur le temps qu'il y a quelques temps. Ils ont annoncé, n'est-ce pas, le décès du président de la République. Mais bien évidemment, c'était un fake news, ça dit c'était faux. Quelques temps après, bien évidemment, le colonel médecin, le colonel Marius et tout dit, qui était le médecin personnel du chef de l'État, il est décédé. Les réseaux sociaux ont annoncé le Covid-19, ce qui n'était pas vrai. Je ne voudrais pas dire de quoi il est mort sur cette tribune. Sujet est-il qu'il a été conduit à l'hôpital ce jour-là à 20h par sa fille qui est également médecin et il en est décédé le même jour à minuit. Toutes les personnes, notamment son épouse qui est restée au chevet à son chevet, ont été, et les autres membres de sa famille ont été testés négatifs au Covid-19. Alors, première question, qui avait intérêt à envoyer sur les réseaux sociaux le décès d'officiers de l'armée, de notre armée, qui a été enterré, comme ça se passe de plus en plus, là-bas vite. La seconde question que je voudrais poser ce matin, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre que de plus en plus on constate que les documents confidentiels de la présidente de la République se retrouvent sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, qui a intérêt à ce que les choses se passent ainsi? Finalement, il y a lieu de craindre qu'un jour, le bulletin de santé du chef de l'État se retrouve sur les réseaux sociaux. La dernière question que je voudrais me poser ce matin, c'est de savoir, depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, pourquoi chaque décès est lié au Covid-19? Je pose toujours la même question tous les jours. Pourquoi chaque décès est lié au Covid-19? Je pense que nous avons, pour revenir au problème de fond, c'est-à-dire le contrôle des réseaux sociaux, je pense que nous avons des intelligences au Cameroun qui peuvent nous créer d'autres espaces plus contrôlables que Facebook, WhatsApp et les autres, parce que ça dérive, ça va en vrille. Messieurs, merci en tout cas pour ce coup de gueule. Merci à tous vos coups de gueule d'ailleurs. De temps en temps, il ne faut pas également oublier qu'on nous écoute justement et on espère tout simplement qu'on nous a également écouté ce matin. Ce plateau est rempli d'enseignants. Docteur Yamb, Eric Pépin Bikaï, professeur Assoumou, pour pas que je dise professeur, docteur là, c'est bon pour la santé, Albert Anatoly ici, et sans oublier notre invité. Moi, je ne suis pas enseignant. Vous êtes journaliste, forcément vous êtes un enseignant. Et sans oublier bien sûr, Kamge Tagamo Faustin, président de l'association Ernest Éducation, et bien sûr qui font dans la promotion de l'éducation des jeunes, lui également, est dans ce studio ce matin. On va le recevoir en tout cas dans un instant. Messieurs, au cours de la reprise des cours qui est programmée en tout cas le 1er juin prochain par le gouvernement, celle-ci est menacée depuis quelques jours par les exigences des enseignants. En effet, le syndicat des enseignants du Cameroun pose des conditions aux autorités pour la reprise des cours le 1er juin prochain. Il demande au gouvernement d'organiser les examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires. En deux, d'échelonner la reprise des classes en commençant dans le secondaire, à partir en tout cas des terminales, pour éviter l'engorgement des campus. Parmi les autres conditions que posent d'ailleurs les enseignants camerounais figure la disponibilité gratuite des masques et gels hydroalcooliques pour tous les élèves et enseignants sur les campus scolaires, ainsi que, il faut le dire ainsi, comme il le précise d'ailleurs, la limite à 24 par classe du nombre d'élèves. Les enseignants disent être préoccupés par la situation sanitaire des élèves et exigent aux autorités
d'assurer la désinfection quotidienne et méticuleuse des campus scolaires. En rappel, il faut également le dire, les autorités ont annoncé la reprise des cours pour les classes d'examen dans le primaire et le secondaire. On parle bien sûr du premier et du second cycle le 1er juin prochain. Pendant ce temps, il faut également le dire, les dirigeants d'associations des parents d'élèves du Cameroun ont exigé 1000 francs CFA par élève pour l'achat des masques de protection et des gels hydroalcooliques d'un cubiténaire de 1000 litres par établissement, ce qui est une arnaque pour plusieurs parents. Il faut d'ailleurs préciser également que cette exigence, ce qui ne plaît pas non plus au ministère des enseignements secondaires qui s'est désolidarisé des APE. Le ministère a quand même dénoncé hier lundi une arnaque en complicité avec certains chefs d'établissement. Eh bien, le ministère des enseignements secondaires a décliné toute responsabilité liée à la perception de la somme de 1000 francs CFA par élève lors de la reprise des cours le 1er juin prochain. Messieurs, voilà le problème que nous avons ce matin et je veux bien sûr prendre vos réactions. Je commence par le docteur Yamp. Écoutez, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où, quelquefois, vous vous demandez à quoi cela sert-il aux gens d'être dans des bureaux. C'est une cacophonie incroyable. C'est-à-dire que nous retrouvons face à des problèmes simples qui sont posés à la fois par les enseignants, le grand public, depuis toujours. La carte scolaire. Alors, vous voulez que les élèves des classes d'examen rentrent à l'école, ça veut dire CM2, oui. Troisième, première, terminale. Alors, très bien. Donc, avec toutes les équivalents, disons que c'est ça l'architecture, quel que soit le système, dans les deux sous-systèmes. Bizarrerie, 2 sous-systèmes. Bon, alors, vous êtes censé quand même connaître le nombre d'élèves exact, le nombre de salles de classe disponibles, et donc, vous savez quelle est la distribution qui peut être faite dans les différentes salles de classe, dans les différents campus. Si les enseignants craignent que les campus soient bondés, mais c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que personne ne sait réellement combien d'élèves on a, ni combien de salles de classe nous avons, ni combien de tables bancs on a. Mais c'est le minimum en termes statistiques que chaque chef d'établissement doit avoir comme information et que le gouvernement doit avoir comme information. Autre chose, bon, les enseignants, j'aime bien leur combat. Ils disent qu'il faut qu'on leur offre des masques, des solutions hydroalcooliques, etc. Mais si on ne leur donne déjà pas de la craie, c'est ça qu'on va leur offrir? Parce que la craie, c'est le minimum pour enseigner. Si déjà on ne leur donne pas de la craie, est-ce que c'est ça qu'on va leur donner? Sauf qu'on a un gros budget qui est annoncé. Et je me suis toujours demandé, toutes ces associations de droits de l'homme qui ne savent défendre que, se lancer que dans les combats pour lesquels ils aspirent l'argent qui viendrait des gens qui sont de l'étranger, des financements étrangers, pourquoi ils ne se sont jamais lancés, soutenus les enseignants, soutenus la communauté éducative? Parce que si je dis soutenir les enseignants, c'est comme s'il y avait un conflit ou un combat. Non, il s'agit de l'avenir du pays. Donc, se lancer là-dedans, essayer d'interpeller tout le monde, proposer des solutions et dire ce qu'il faut faire. Personne ne fait ce travail, mais le droit à l'éducation semble être l'un des droits fondamentaux. Justement. Alors, les personnes ne se lancent là-dedans. Maintenant, désinfecter les salles de classe, et tout, mais ça va de soi, c'est le minimum. C'est comme si à la rentrée scolaire, on dit qu'il faut désherber. Si vous ne désherbez pas, on va faire les cours dans les herbes, dans la broussaille. Et là, vous pensez qu'en cette période de pandémie, on doit s'amuser avec la désinfection des salles de classe, des bureaux et tout cela? Non. Non. Je crois que... et puis, il me semble qu'il y a une cagnotte qui est en train d'être mise en place, dont une partie peut être utilisée pour ça. Alors, je crois qu'on a un gros problème qu'il faut que les ministres en charge de l'éducation de manière générale règlent très vite. Parce que ça risque de devenir une bombe à retardement et ça risque de créer de sérieux problèmes. Cette affaire d'APE. Je ne comprends pas du tout pour quelle raison est-ce qu'on donne un tel pouvoir aux gens. D'arnaquer au-dessus de tout le monde les parents. Est-ce qu'on a déjà fait l'audit de ces associations? Est-ce que les Camerounais savent que chaque association a l'obligation légale? Parce que quand le ministre de l'administration territoriale le rappelle à certains, d'autres croient que ce n'est pas un rappel qui est fait pour eux. Toutes les associations ont le devoir de déposer leurs états financiers et leurs rapports d'activité à chaque fin d'année à la préfecture du lieu de leur siège. Personne ne le fait, sauf que les APE, il faut bien qu'on sache,
tout l'argent qu'elles collectent, ce qu'elles en font. Parfois, on sait que la Constitution garantit la gratuité de la scolarité jusqu'à 16 ans. Ça équivaut peu ou prou chez nous entre la classe de seconde et la classe de première. Sauf que quand vous allez dans la plupart de nos lycées et collèges d'enseignement public, Oui. vous savez que pour les enfants qui sont de la 6e en terminale, c'est au minimum 50 000 qu'il faut payer chaque année. Puis tourne autour de 1000 choses que les APE exigent. Je crois qu'il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. Former un enseignant nous coûte beaucoup d'argent. Et un enseignant, c'est un monsieur sérieux. C'est d'ailleurs la personne la plus importante dans un pays. Si les gens ont tendance à oublier les principes de base, les fondamentaux de la vie sociale, il faut qu'on leur rappelle. L'enseignant est le fonctionnaire le plus important dans un pays. Je voudrais qu'on le répète. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on devrait répéter à tout le monde, tous les matins, tous les soirs. Parce que j'ai comme l'impression qu'on oublie ça. Vous et moi, nous sommes ici pourquoi ? Parce qu'il y a eu des enseignants. Pourquoi est-ce que nous sommes tous assis autour de cette table et nous regardons tous le professeur Assoumou avec beaucoup de respect ? Parce que c'est les gens comme lui qui ont fait de nous ce que nous sommes. Parce que sans les gens comme lui, nous ne serions rien du tout. L'enseignant est le fonctionnaire le plus important dans un pays. Et vous prenez votre actif le plus important dans un pays, vous le mettez dans une discussion sur les masques, sur les gels hydroalcooliques, sur la désinfection des salles de classe. Mais vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui est le plus important pour nous, on ne veut pas le protéger, on ne sait pas le protéger, on n'a aucune envie de le protéger. Mais quand vous aurez perdu ce que vous avez de plus important dans la vie, dans votre vie sociale, il vous restera quoi ? Il y a quand même là quelque chose qui fait peur et qui amène à se dire, mais c'est quoi ce genre de débat ? Quel est ce débat qu'on veut mener entre les enseignants et l'administration qui ne signifie rien du tout ? Il est temps. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi les enseignants ne sont pas les fonctionnaires les plus payés, les mieux payés dans notre pays. C'est incroyable. C'est eux qui forment tout le monde, mais ils sont les moins payés, les moins bien payés. C'est quelque chose de terrible. Et peut-être que sans dire aux enseignants de ne pas reprendre les cours le 1er juin, je leur dirais d'être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus durs avec l'administration, parce qu'il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Ils demandent des petits per diem. Il y a tellement de petites dispositions qui datent, pour ceux du secondaire, qui datent de 1974. Des années 70 sur la correction des copies, sur un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de choses à revoir dans ce secteur et qui permettaient de remotiver, de redonner aux enseignants le lustre d'avant qu'ils ont toujours eu. Et c'est important dans un pays. La façon dont vous traitez vos enseignants indique vos ambitions en matière de développement. Parce que si vous les traitez bien, ils vont bien former vos enfants. Donc vous êtes en train de dire, nous voulons un pays où nous aurons des ressources humaines de qualité et donc un certain niveau de développement. La chance que nous avons, c'est que les Camerounais sont des gens d'une intelligence extraordinaire. Les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent sont telles qu'on ne devrait pas du tout avoir la qualité des ressources humaines que nous avons aujourd'hui. Et je parle là, sous le contrôle de quelqu'un qui vient de vous dire que ça fait 27 ans qu'il est enseignant dans le supérieur. Vous regardez les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent dans ce pays, que ce soit des 2 ordres d'enseignement, des 3, vous vous demandez par quel miracle ils arrivent à former les gens de qualité qu'ils ont formés au Cameroun. Donc je crois, et je suis par là, je pense que le gouvernement, pour une fois, devrait vraiment se calmer et donner aux enseignants le minimum qu'il faut, parce qu'il en va de leur santé. Il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Ils ont le devoir de faire leur métier. Mais vous savez que le devoir de protéger leur vie est au-dessus du devoir de faire leur métier. Oui. S'ils sentent que leur vie est menacée, constitutionnellement, ils ont la protection qu'il faut pour qu'ils disent non. Et personne ne leur en voudra. Parce qu'une vie ne se répare pas. Je vais me tourner vers le professeur Assoumou, parce que je vais commencer par les enseignants. Messieurs, vous allez me pardonner ce matin. Professeur Assoumou, vous l'avez suivi, le docteur Yam tout à l'heure, jusqu'à preuve de contraire. L'élément essentiel d'une société, d'une nation, d'un pays, c'est l'enseignant. Mais on a l'impression aujourd'hui que cet enseignant, il est négligé. Oui, c'est le terme à utiliser. Oui, le docteur Yam a parfaitement raison. Aucune société ne peut se bâtir, se construire sans enseignants. Avant la fameuse invention de l'école, les parents étaient des enseignants.
Okay? Et vous savez, hein, dans la société française et un peu partout en Europe, il y avait des gens, avant l'invention de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui jouaient le rôle de tuteurs, donc qui étaient des enseignants, qui enseignaient dans les familles. Alors l'enseignant est à la base de tout. Je peux le dire aujourd'hui, la société a évolué et la responsabilité de l'instruction et même de l'éducation a été confiée aux enseignants, même si les parents jouent également leur partition au niveau de l'éducation. Mais justement, il faudrait que les enseignants se prennent au sérieux. Je suis un peu gêné d'aborder cette question sous l'angle d'un groupe d'enseignants qui dit non à la reprise des classes le 1er juin prochain. J'aurais bien voulu qu'on discute de cette reprise des classes et non des enseignants qui disent non à la reprise des classes. J'aimerais savoir quels sont ces enseignants, parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu leur mémorandum, hein, mais je n'ai pas entendu parler des syndicats qui ont dit non. Ce sont les syndicats en tout cas. Ce sont les syndicats. Oui. D'accord. Alors, je dis que je suis gêné parce que on a annoncé la reprise des cours depuis plusieurs semaines déjà, et c'est à la veille que les enseignants viennent dire non. En posant quel problème, le docteur Yam l'a dit, en posant des problèmes de désinfection, je crois que c'est ça qui est prévu. Au niveau de l'université, il y a des réunions tous les jours au niveau de l'enseignement supérieur avec le ministre d'État et les recteurs et autres, ça, vous le savez. Il y a des réunions au niveau du rectorat, des réunions au niveau des établissements pour préparer la reprise. Et à ce qu'ils sachent, c'est justement ce qui est prévu, la désinfection des salles, la distribution des masques, des gels hydroalcooliques, des gels, la distanciation sociale. C'est ce qui est prévu qu'ils sont en train de demander. C'est pour ça que je dis que les enseignants doivent être sérieux, également pour être respectés. Parce que je ne comprends pas cette sortie des enseignants. Vous savez, la reprise des cours est un risque. Ça, nous le savons, hein, pour les élèves, pour les enseignants, pour le personnel administratif. Ok, hein, ces gens vont sortir de chez eux, ils vont emprunter des taxis, des motos et autres. Vous savez, c'est une maladie qui se transmet par le contact. Et arrivé au niveau de l'école, ils seront en contact pour les élèves avec les enseignants avec les élèves, le personnel administratif, etc. C'est très compliqué de gérer tout ça. Bon, mais l'État était face à un dilemme. Hein. Il fallait prendre une décision. Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année scolaire? Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année académique? Ou sauver l'année académique? Ça, il faut le comprendre. Et cette responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. C'est également la responsabilité des enseignants, la responsabilité des parents. Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année académique, l'année scolaire, ou sauver l'année académique, l'année scolaire? Et l'État a opté pour la deuxième option, sauver l'année scolaire, sauver l'année académique. Et ces syndicats, je crois avoir entendu qu'il s'agit surtout des enseignants du secondaire, mais ils sont moins exposés que ceux du supérieur. Ça, vous savez, au niveau du secondaire, ce ne sont que des classes d'examen, dont le quart de la population scolaire, et cela est gérable. Et c'est pour cela que dit au niveau de chaque établissement, quand on dit 25 élèves par classe, 24 élèves par classe, mais c'est au niveau... C'est gérable. C'est gérable. Oui. Au niveau de chaque établissement, c'est le quart de la population scolaire. Et s'il faut commencer par les terminales, après les premières, etc. Mais au niveau de l'établissement, on gère ça. C'est pas l'État qui va vous dire comment il faut organiser. L'État ne viendra pas nous dire combien de groupes de travaux dirigés nous devons constituer à l'université. C'est au niveau de chaque université qu'on doit s'organiser. Donc, je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Parce que, quelqu'un l'a dit, le plus grand défi de 2020, c'est de rester en vie. Le reste, bon, on verra bien. Il faut chercher à... Et toutes les dispositions doivent être prises à tous les niveaux. Quelqu'un a parlé de la responsabilité ici, dont telle devrait être la préoccupation de tous et de chacun. Et la préoccupation des enseignants devrait donc être, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Et là, au niveau de l'établissement, les proviseurs, je suis sûr,
qu'ils sont en train de s'organiser et puis ils ont demandé, j'ai quelques enseignants chez moi, okay. Dieu merci, Dieu m'en a donné. Donc, les professeurs sont en train de les harceler pour qu'ils rejoignent leur poste, hein, et il y aura des réunions avant la reprise des cours. C'est là où les dispositions seront étudiées et validées par tout le corps. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit aller crier. Hein, c'est comme si vous vouliez traverser le pont avant d'arriver à la rivière. C'est quand même assez incroyable. Il faut d'abord arriver à la rivière avant de traverser le pont. C'est là où les problèmes seront posés, seront résolus. Et toutes ces réunions, justement, aident à préparer la rentrée. Et je voudrais le dire, on parle de l'État. Je suis souvent gêné. Parce que l'État, c'est qui? Tout le monde doit se mobiliser. Parce que le docteur Yam l'a dit tout à l'heure, quand on vient parler des primes, les enseignants viennent parler de primes pour aller enseigner, pour aller faire 1 mois de cours, préparer les enfants à l'examen. Vous savez, nous sommes exposés tous les jours, même sur ce plateau, nous sommes exposés. Il ne faut pas que les gens... Nous devons juste prendre nos dispositions. Tout le monde doit prendre ses dispositions. J'aurais bien voulu que les Camerounais contestent l'ouverture des bars. Parce que pour moi, c'est la catastrophe, cette ouverture des bars. Quand je passe devant les bars, je vois que personne ne se protège. Aucune distanciation sociale, aucune mesure barrière n'est respectée. J'aurais bien voulu que les Camerounais disent, mais au niveau de l'école, on doit prendre toutes les dispositions. Et ça ne sera pas seulement le proviseur, encore que, quand on dit, ce n'est pas le ministre qui viendra le faire. Ce n'est pas le délégué régional ou le délégué départemental. C'est le proviseur et ses enseignants qui vont prendre ces dispositions et les faire respecter. Et ce sont ces enseignants aujourd'hui qui disent, nous voulons que, qui doit le faire? Tout le monde doit le faire. Hein? Les gens ont bien participé à l'opération Coup de cœur, ils ont donné de l'argent pour que les lions aient notre table. Pourquoi est-ce que chacun, en ce qui nous concerne, ne ferait même pas un petit effort, un petit sacrifice pour que les conditions soient réunies pour une reprise des cours moins risqués? Albert Natola, ici, jusqu'à preuve de contraire, les syndicats des enseignants conditionnent en tout cas la rentrée des classes par, il faut le dire, la satisfaction de leurs exigences. Écoutez, tout à l'heure, dans son propos, le docteur Yam A, même comme il n'aime pas le titre docteur Yam a planté le décor. Mais moi, je vais aller plus loin. C'est vrai, Steve, le passage manquant autour de ce panel, c'est un médecin. Je voudrais rappeler ce que le docteur Yam disait tantôt, c'est-à-dire que le droit à l'éducation est un droit fondamental. Le droit de se protéger est un droit fondamental. Et tous ces droits sont régulés par l'État, qui a un rôle régalien de veiller à l'éducation de sa jeunesse et de protéger cette jeunesse-là. La problématique que nous soulevons autour de ce panel, en fait, pose un autre problème, c'est-à-dire la gestion d'une manière globale de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Parce qu'en fait, j'ai eu également à le dire, toujours dans le cadre de cette tribune, à savoir qu'on a abandonné le pauvre Manao de Malachi sur le front, en ligne de front seul, comme si c'était parce qu'il est le ministre de la Santé publique, il doit être le seul à gérer cette affaire-là. Or, il s'agit, à mon sens, d'une crise sanitaire multisectorielle et multidisciplinaire. Ça veut donc dire que tout le monde devrait s'impliquer, en fait. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que d'une manière globale, on ne gère pas une crise, et j'insiste là-dessus, par des décrets, les arrêtés, en tout cas par la paperasse. On gère une crise par des actes et des actions de terrain. Et il me semble que de ce point de vue, on devrait ramener la gestion de ces crises au niveau de l'administration de proximité. Je parle ici des collectivités territoriales décentralisées. Parce que très souvent, ces collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les mairies d'arrondissement, ce qu'on appelait avant les communautés, c'est-à-dire désormais les mairies des villes, oui, ne doivent pas passer uniquement le temps à revendiquer le transfert de ressources, c'est-à-dire des ressources financières. Elles doivent se déployer sur le terrain de la lutte contre le Covid. Nous avons vu quelques actions politiciennes, la distribution des masques facieux, des seaux, des savons, ça ne doit pas se limiter là. Maintenant, je voudrais revenir d'abord sur ce qui concerne ce que je pourrais appeler la prévention. La prévention devait d'abord s'articuler justement en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées au niveau de la gestion, je veux dire la désinfection des espaces. C'est-à-dire que ce soit les universités, que ce soit les établissements scolaires ou primaires. Tout à l'heure, le professeur Assoumou a évoqué justement que pour ce qui concerne notamment la gestion des élèves dans le secondaire ou le primaire,
étant donné que ce ne sont que les élèves en classe d'examen qui sont concernés, ça ne va pas poser un problème. Puisque si les gestes barrières sont respectés, ça ne pourra poser aucun problème. La preuve, c'est que, et c'est paradoxal, nous avons les parents qui sont scandalisés de voir leurs enfants retourner à l'école, mais c'est les mêmes parents qui laissent les enfants aller jouer au ballon et les envoient faire le cours du petit commerce. Ça, c'est paradoxal. Donc, ceci dit, la troisième préoccupation est celle-ci. J'ai eu, par le passé, à faire une enquête et j'ai questionné plusieurs médecins qui m'ont indiqué, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le système éducatif, c'est-à-dire l'école, moi, il faut comprendre qu'on n'avait même pas besoin d'envoyer les enfants au quartier. Il fallait juste prendre en compte le respect des mesures barrières, Oui. que tout le monde sait, et puis donner à chaque élève la chloroquine à titre préventif. Ça devrait peut-être gérer cette histoire, puisqu'il s'agit... On l'a souvent fait lorsque nous étions petits. Voilà. C'était quelque chose qui était fait presque tout le temps, presque tous les vendredis. Donc, c'est que c'était gérable, on n'a même pas besoin d'envoyer les enfants au quartier. Oui. Ceci dit, moi j'ai le sentiment que les enseignants veulent poser un autre problème, mais ils utilisent comme prétexte le Covid-19. Hier, nous évoquions un point de ces questions, c'est-à-dire vous avez les salaires qui sont tous des salaires, et c'est un chef d'établissement ne respecte pas les engagements vis-à-vis de leur personnel. Les contrats qu'ils ont signés d'ailleurs en début d'année. Il y en a qui ont payé 6 000 francs de salaire à leurs enseignants, d'autres du tout. 6 000 francs de salaire à leurs enseignants. Ah, sérieux. C'est-à-dire que lorsque vous donnez 6 000, d'autres n'ont même rien payé du tout. Alors que l'année scolaire n'est pas encore arrivée à son terme. Maintenant, vous avez des conditions de travail que Dr Yam soulevait tout à l'heure. Il y a ce problème. Moi, je pense que, d'une manière générale, nous sommes là confrontés à la problématique de notre système éducatif d'une manière générale et la gestion même de la crise de la pandémie du Covid-19. Quoi qu'il en soit, moi je crois que autant il est fondamental que les droits des enseignants, du moins pour ce qui concerne leur santé, la protection de leur santé, soient garantis par l'État, c'est le gouvernement, autant il est fondamental que le droit à l'éducation des enfants qui est garanti par l'État soit exactement et aussi respecté par les enseignants. Donc je pense que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une concertation, parce que là, nous sommes aussi là dans une absence de concertation. Parce que chacun fait comme il veut à son niveau. Il prend un texte, l'autre qui prend un texte, qui prend un décret ou un arrêté. Et puis, on croit qu'on a résolu le problème. Non. Je pense qu'il doit y avoir une concertation. Tout à l'heure, j'indiquais qu'il s'agit d'une crise multisectorielle, multidisciplinaire. Oui. Donc, tant qu'il y a une absence de concertation, il y a de la cacophonie. Éric Pepin-Bika, jusqu'à preuve de contraire, on parle des syndicats, en tout cas du secteur public. Pourtant, il y a également le secteur privé qui a pas mal de problèmes. Vous soulignez d'ailleurs, il y a quelques instants, et avec Albert Anatola ici, qu'il y a des enseignants à qui on a remis 6 000 francs de salaire à la fin du mois. Il y a un monsieur à qui on n'a absolument rien donné du tout. Pourtant, il y a pas mal de contrats qui avaient été faits par ces chefs d'établissement. Il faut le dire, certains pour 12 mois, certains pour 10 mois, certains même pour 9 mois. Mais jusqu'à preuve de contraire, les 9 mois ne sont pas encore atteints, ni les 10 mois, encore moins les 1 an. Non, la plupart des promoteurs d'établissements privés ont émis des réserves à pouvoir régler leurs factures dû au fait que certains parents n'avaient pas encore fini avec la scolarité. Mais pour d'autres également, la scolarité était déjà bouclée. Donc, ils ont donc profité de ce vide-là, oui, de ce manque de communication. Parce qu'au début de la fermeture des classes, pour ce qui concerne le lectorat, je pense que le délégué régional avait instruit à ce que les contrats soient respectés. Ça a été respecté dans certains établissements, je pense, au mois de mars et avril. Et puis, bang, rien n'était plus respecté. Cela pose le problème de la gestion introspective de ces secteurs d'enseignement, qu'il faut le dire, depuis les années 94, date de la dévaluation, a été confiée entre les mains des non-experts, c'est-à-dire soit des fonctionnaires, même pas du secteur privé, de l'éducation, qui allaient en retraite et puis qui bénéficiaient d'une certaine bonification, qui s'octroyait un terrain et puis qui lançait un établissement du trou. Il était promoteur d'un établissement. C'est-à-dire, c'est un secteur, pour la plupart, qui est remis entre les mains des charognards, si on veut être moins modeste. Et ça cause un problème de l'inhumanité dans le traitement des enseignants. Parce que là-bas, dans ce secteur-là, l'enseignant donne tout et ne reçoit pratiquement rien. Il faut vous dire, le nombre d'encadrés dans ce secteur-là n'est pas aussi moindre que dans le secteur public. À la limite même, on peut dire que les chiffres sont équivalents, parfois même plus importants, parce que tout est fonction de la carte scolaire. Là où l'État n'existe pas, forcément,
la carte scolaire indique... Est-ce que la carte scolaire existe même d'ailleurs? Non, en fait, la carte scolaire, en termes de géolocalisation des services qu'offre l'État, c'est-à-dire des établissements publics implantés à l'intérieur des grandes agglomérations, des grands quartiers. Et dans une ville comme Douala, les grands quartiers sont plus nombreux que les petits quartiers. Donc là où l'État ne peut pas être capable d'implanter un établissement public, forcément, le secteur privé remplace l'établissement dans l'offre de services. Donc on s'entend donc avoir un très grand nombre d'enseignants, d'encadrés issus de cette zone-là. Parce qu'en réalité, l'un des critères de choix de l'établissement pour le parent, c'est la proximité de l'établissement. Parce que le parent ne saurait faire traverser la route à son enfant, pourtant l'école est à côté. Et le parent ne devrait pas interroger la qualité de l'école. Ce n'est pas de son rôle. Il appartient au mécanisme institutionnel étatique de pouvoir interroger la qualité de l'école. C'est-à-dire tout ce qui va avec, cadre d'enseignement, substances grises qui interviennent, ainsi de suite. Donc, ce secteur est abandonné avec un jeu de passe-passe depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion, justement, comme disait Albert Anatole tout à l'heure, que les uns et les autres essayent un peu de jeter un regard introspectif dans ce secteur pour qu'il soit mieux régulé, parce que ça va dans tous les sens. Les promoteurs s'enrichissent au détriment de ceux qui transmettent le savoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je prends ça du professeur à Yovi de l'université de Lomé, qui dit, lors d'une pandémie, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne décision, il y a les décisions. Au début de cette pandémie, le 17 mars, quand le Premier ministre a ordonné la fermeture d'un certain nombre d'infrastructures, notamment le départ des enfants, le fait que les enfants restent dans le quartier, on a parlé bel et bien d'un confinement, un vocabulaire qu'on a hérité de cette crise-ci. Et à ce moment, les gens ont dit, on confine pourquoi? Quelles sont les mesures d'accompagnement? On n'a jamais confiné. Parce que je me souviens quand le maire Denis Fampou a commencé à vouloir envoyer les commerçants à la maison pour désinfecter les marchés de Douala 2e, ça a fait un tollé général. Si bien qu'elle a reculé, on a retrouvé le grand amphithéâtre que constituent les marchés de la ville de Douala. Lorsqu'on a dit que les enfants restent à la maison, beaucoup se sont offusqués. Moi, en premier, du moins, moi, j'étais de ceux qui pensaient que nous sommes en guerre biologique. Parce que moi, je ne parle pas d'une épidémie ou d'une pandémie. Je parle d'une guerre biologique. Aujourd'hui, on est en train d'atteindre, caracoler les chiffres de 270 à 300 morts à travers le monde. 400 000 morts. C'est une guerre biologique, ce n'est pas une pandémie. Et actuellement, elle n'est pas circonscrite, que ce soit au nord ou au sud. Donc, moi, je pensais qu'il était urgent de laisser les enfants à la maison et de commencer le confinement. Et puis, je suis de ceux qui pensent de ce plateau que nous avions raté le confinement dès le 17 mars. Parce qu'en réalité, on devait confiner dès l'aéroport. Je le dis sur ce plateau chaque jour. On devait créer des hôpitaux de fortune dès l'aéroport pour que ceux qui entrent devraient faire leur quarantaine à cet endroit-là, tranquillement, avant d'être insérés dans la société. Depuis plus de 8 semaines maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de contamination communautaire. Et il y a un peu une compréhension assez ambiguë des mesures barrières, parce qu'en réalité, on a parlé de la distanciation sociale. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est. Mais je me suis réjoui que les Français, eux-mêmes, dans leur vocabulaire, se soient rendus compte qu'ils ont fait une erreur et ils parlent de plus en plus de la distanciation physique. Là, ça se comprend. Physique. Parce que quand on parle de distanciation sociale, ça peut faire référence à une lutte de classe entre la classe des pauvres et la classe intermédiaire, la classe moyenne, la classe riche. On demande donc que ces classes-là soient distantes. C'est ce que ça peut dire, a priori. Mais lorsqu'on parle de distanciation physique, là, on interpelle les personnes individuelles. Je pense que c'est de cette distanciation physique que pose le syndicat des enseignants. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que leurs conditions de protection, de sécurité sanitaire ne sont pas prises en compte. Mais c'est également l'occasion pour les uns et les autres d'être solidaires. Il y a de très gros enjeux dans l'organisation d'examens de fin d'année au Cameroun. On parle d'un budget de près de 5 à 7 milliards. On parle du fait que les enfants ont légitimement envoyé leur dossier et ils doivent être évalués. L'État est face à un dilemme. Un dilemme qui ne peut pas être dissous sur le prisme des polémiques. Est-ce qu'il faut sauver l'année scolaire? Si c'est oui, quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir sauver l'année scolaire? Si c'est non, on reste sur le non et nous tous on reste à la maison. Mais en se disant de manière intérieure qu'on ne doit pas interroger l'État sur sa prise de décision. Nous tous, nous sommes parfois d'accord par rapport à la prise de décision de l'État parce que comme le professeur le rappelait tout à l'heure, l'État c'est qui? Sauf qu'à l'intérieur de l'État c'est qui? Il y a d'autres qui sont appelés à prendre les décisions. C'est à ce niveau que la définition de l'État est distincte parce que c'est tout le monde, mais il y a ceux qui sont prioritairement des responsables. Donc c'est de ça qu'il est question. Si les syndicats estiment que on fait venir, on
envoie les enfants des classes intermédiaires à la maison. Et puis, on introduit dans le système ceux qui sont dans les classes d'examen. Dans cet effectif, comme le professeur l'expliquait tout à l'heure, le plus gros effectif sont les troisièmes. Les effectifs les plus minimales, ce sont les terminales. Ça veut dire que comme les établissements vont se libérer, on peut les fonder. Ça veut dire qu'il va encore se poser un problème. Tous les enseignants n'interviennent pas forcément dans les classes d'examen ou alors dans les classes terminales. Mais au moins, ceux qui sont enseignants ont un diplôme. Pour la plupart, ce sont les enseignants des lycées et collèges, donc sont PLEC, Bac plus 5, et d'autres sont P16. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les capacités vont rentrer en troisième, et ceux qui ont les capacités, on va les réinsérer rapidement pour l'encadrement des enfants entre 1 et 1 mois et demi. On organise les éléments les nécessaires. Les fonds alloués à l'organisation des examens sont déjà bloqués. Il faut qu'on le comprenne. La chaîne d'intervention peut-être sera réduite. Donc c'est l'occasion pour les responsables de l'éducation de densifier cette chaîne, de faire en sorte que ceux qui prennent le risque puissent, je vais parler comme au quartier, soucier les doigts de leur risque entreprise. C'est tout simplement ça. N'est-ce pas parce que les enseignants sont mal payés qu'ils prennent justement cette décision à quelques jours, il faut le dire, de la reprise des classes? Le mauvais traitement... N'est-ce pas le mauvais traitement parce que le mauvais traitement salarial, on peut faire une émission dessus. Oui. Le mauvais traitement salarial au Cameroun n'est pas proportionnel aux enseignants. J'en évoquais ici la fois dernière lorsque je prenais à corps et à cri la défense des médecins. Ils sont très mal payés également. Et c'est la raison peut-être pour dans le public, dans le privé, voilà, ils sont aussi mal payés. Ça, ça fait l'objet d'aucun débat. Peut-être ça peut faire l'objet d'un débat auprès des gouvernants. Où on peut le dire, il faut ajouter quelque chose. Pas ajouter quelque chose, il faut bien les payer comme le docteur Yamba dit. Ne pas ajouter quelque chose. Il faut pas partir de quelque chose. On paye bien ces enseignants. Il faut ajouter quelque chose. Je suis d'accord. On vous ajoute 1000 francs. Non, c'est pas de ça qu'on nous parle. Parce que même les prix dont le docteur parlait tout à l'heure. Moi, j'ai été enseignant au lycée de pendant très longtemps. Mais je ne peux pas y aller dans ce domaine-là. Voilà. Même dans le privé où je suis, en fait, ça ne se dit pas. Mais c'est comme le professeur disait tout à l'heure, il est enseignant dans le supérieur depuis 1993. Il n'est pas bien payé, il faut vous rassurer. Faut vous assurer. Mais en réalité, l'enseignement est comme la drogue. C'est-à-dire, quand on s'y frotte, on a de la peine à s'y ressortir. On a toujours envie d'aller donner. On ne peut plus décoller. Même si on a un pantalon, une chemise, on a toujours envie. Moi qui suis confiné depuis 3 semaines, je disais toujours à mon épouse que ma classe me manque. Parce qu'en réalité, j'ai ma tribune où j'ai dit tout et n'importe quoi, l'inspecteur n'est pas là. Donc à partir du moment où je suis à la maison, il y a ce manque-là, cette drogue-là, cette adrénaline-là qui me manque. Donc j'ai envie de retrouver ma classe et mes élèves. Ce qui est, on vous comprend parfaitement, Eric Pépin Mikaï. Docteur Yamtimba, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a une autre décision qui avait été prise par le gouvernement, c'est que les élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen vont pouvoir aller en classe supérieure pour ceux qui ont en tout cas eu de bons résultats et rester justement à la maison. Mais il y a également une décision qui a été prise hier par la France en ce qui concerne les classes d'examen et surtout le baccalauréat. Toutes les personnes qui ont eu de bonnes notes au premier trimestre et au second trimestre, ils ont déjà leur bac. On n'aurait pas pu faire ça également? Vous avez dit que ça a été pris où? En France. Moi, je suis au Cameroun. Je vous pose juste la question. Non, mais moi, je suis pas là. Parce qu'à un moment donné, je vous pose la question parce que quelqu'un me disait il y a une chose simple, c'est que les examens au Cameroun, c'est comme un jeu de loto. On ne sait pas si on va prendre ou on ne va pas. Parfois, les meilleurs élèves sont ceux qui sont calés à la fin. Non, il faut qu'on arrête ça. On n'a pas tout le temps, quand nous voulons faire discuter des choses qui se passent chez nous, avant même d'avoir épuisé le sujet, qu'on commence à parler des autres, qui ne sont pas forcément un modèle. Donc, moi, je voudrais dire 2 ou 3 choses avant de répondre à votre question, dans tous les cas, parce qu'il y a quelque chose que ça soulève comme problème. Oui. Je crois que les enseignants sont remontés parce que le 1er juin, c'est dans quelques jours. Nous sommes le 26. Oui. Et au fond, il n'y a pas de choses clairement arrêtées. C'est ça l'un des problèmes auxquels ils sont confrontés. En tout cas, l'enseignant du syndicat vous le dira tout à l'heure. On est encore en train de préparer la rentrée. Or, ça a été annoncé quand? Je sais pas, ça fait peut-être quelques jours. Non, ça fait à peu près 4 ou 5 semaines que ça a été annoncé. Que ça a été annoncé. Ça fait 4 ou 5 semaines. Alors, c'est-à-dire qu'en 4 semaines, notre gouvernement n'a pas pu arrêter des mesures claires. Et il faut comprendre une chose, on ne gère pas un État en impliquant tout le monde. On inclut tout le monde dans les discussions. Et l'un des problèmes, c'est justement cette inclusion. Est-ce que le gouvernement a inclus les enseignants
syndicats d'enseignants et les enseignants dans les décisions qui devaient être prises. Il y a l'organisation sur le terrain opérationnel, mais il y a également les grandes orientations stratégiques. Oui. Donc, qu'est-ce que, au niveau stratégique, le gouvernement a arrêté? Est-ce qu'il en a discuté avec tous les syndicats? Parce qu'il y a plusieurs syndicats d'enseignants. Est-ce qu'ils les ont tous, ils les ont appelés en réunion pour qu'ils s'entendent tous en disant voilà, ce qui aurait amené les syndicats d'enseignants à consulter leur base pour leur demander, chers membres, chers collègues, qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous entrevoyez tout ce qui arrive, comment vous voulez qu'on organise ça? Et ils font remonter donc les desiderata de leurs collègues. Et sur la table, avec les responsables du ministère, on dit voilà ce que les enseignants attendent. Parce qu'on parle d'enseignants, on n'est pas en train de parler des gamins. Même les gamins, vous leur demandez quand même, oui, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ou comment tu vois telle chose. Donc, ils pourraient faire des propositions qui sont beaucoup plus pertinentes parce qu'elles sont basées sur leur vécu quotidien. Justement. Le directeur qui est au ministère là-bas ne sait pas à quoi ressemble un lycée. Il ne sait pas comment ça se passe au lycée parce que même s'il a été enseignant lui-même, il y a longtemps qu'il n'y est plus. Et chaque année, ça change. Donc, il faut prendre les desiderata des enseignants, les faire remonter et comme ça, eux, ils vous disent de façon opérationnelle, voilà ce qu'il faudrait faire. Et sur cette base, donc, le gouvernement va, les ministères concernés vont donc décider des orientations stratégiques qui doivent absolument tenir compte de ce que les enseignants, des attentes des enseignants. Oui. Le problème qu'on pose relativement au fait que oui, mais pourquoi les enseignants, on dirait qu'ils sont là dans une embuscade? Non, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron. Ces gens-là, ils n'ont jamais l'occasion de se faire entendre. C'est d'ailleurs la seule communauté dans ce pays qu'on n'écoute pas. Donc ils ont attendu les 7 Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Ils ont profité de l'opportunité qu'il leur est donnée pour poser leurs problèmes. Et l'un des problèmes qu'ils posent est effectivement financier. Et il y a une proposition que nous faisons depuis un certain nombre d'années en disant, par rapport, par exemple, à l'enseignement privé, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous assurer que ce soit dans les lycées ou que ce soit dans les collèges, dans le secteur public ou dans le secteur privé, il faut qu'on harmonise les salaires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des enseignants qui gagnent 2 francs et les autres qui gagnent demi-francs. Il faut harmoniser cette affaire. Et le même programme, c'est les mêmes attentes, c'est les mêmes exigences. Et la bonne chose à faire, c'est que l'État doit prendre une partie des salaires des enseignants du privé. Sauf qu'à ce moment-là, l'État devient plus rigoureux envers les promoteurs. Par exemple, l'État peut dire, OK, on va vous traiter comme toutes les entreprises, donc vous payez vos impôts. Parce que pour le moment, ils sont exonérés d'impôts. Vous payez vos impôts, messieurs, ce qui permet justement à l'État de contrôler ce qu'ils font, des effectifs. Vous êtes vraiment sûr que l'État maîtrise les effectifs des écoles? Pas du tout. Voilà. Donc, ça permet de contrôler leurs effectifs, de s'assurer de combien, qu'est-ce qu'ils encaissent. Et ensuite, donc maintenant, en réalité, ce que l'État va apporter comme soutien au salaire des enseignants, ça va être une sorte d'avance. Mais également, c'est une sorte de subvention de cet ordre d'enseignement. Parce que, messieurs, l'éducation est du ressort régalien de l'État. Et lorsque l'État concède cette activité au privé, concède cette activité au privé, l'État doit s'assurer que la ressource essentielle qu'est l'enseignant que ce métier-là ait toujours la même attractivité. Parce que, vous savez, vous allez même dans les établissements publics, vous avez ce qu'on appelle les vacataires. Mais parfois, ils gagnent à peine... il y a 50 000. Là où ils sont le mieux payés, il y en a qui gagnent 25 000. Pendant ce temps, ceux qui sont fonctionnaires, ils gagnent davantage. C'est pas normal. On attend les mêmes... Je voulais juste faire une précision. C'est que le vacataire gagne 50 000. Il a un volume horaire à peu près de 85 heures par mois. Or, le fonctionnaire, lui, il gagne peut-être 215 000. Mais le mec a peut-être 14 heures, 13 heures par semaine. Donc, un volume horaire de moins de 60 heures. En fait, il y a un traitement inhumain. C'est pas sérieux. Et on attend il va faire du copier-coller tranquille. Hein? Et on attend de ce vacataire exactement les mêmes performances que le fonctionnaire. En réalité, là, nous abordons les problèmes de fond. Et les enseignants ont simplement profité de l'opportunité qu'il leur a donnée, parler. Donc, moi, je crois que l'État doit le faire. L'État doit s'assurer que tous les enseignants de ce pays aient le même traitement. Ça va faire quoi? Ça va relever
Ça va redonner son lustre à ce métier. Et ça va permettre que les enseignants du privé, par exemple, ne subissent plus le chantage des promoteurs. Et comme ils ne vont plus subir le chantage des promoteurs, parce que l'État doit durcir les conditions à la fois de recrutement de ces enseignants, parce qu'ils doivent avoir un certain niveau, et s'assurer de leur donner, pendant les mois de vacances, des cours de remise à niveau. On fait les mini-MBA en 6 semaines. 5-6 semaines. Donc, on peut faire des cours de pédagogie, de mise à niveau, si vous voulez, pour leur donner les outils. En 6 semaines ou en 2 mois pendant les congés. Donc, on les forme régulièrement et peut-être tous les 3 ou tous les 5 ans, il y a des cours de remise à niveau. Ce qui fait qu'on durcit les conditions de recrutement de ces enseignants. Puis c'est l'État qui va les payer. Enfin, va payer une grosse partie, peut-être les 2/3. Le reste est payé par les enseignants et ils ont des salaires 12 mois, comme tout le monde. Ils sont affiliés à la CNPS, comme tout le monde. Et ils ont une carrière qui évolue, comme tout le monde. Et les projets de vie. Tout cela, ça va faire que, au bout du compte, quand vous êtes enseignant dans un collège, vous ne passez pas votre temps, au lieu d'enseigner, à préparer les concours, parce que vous n'avez pas le temps et que vous voyez que vous ne vivez pas. Mais vous êtes vraiment engagé parce que c'est un métier. On durcit les conditions de recrutement pour que les gens aient un certain niveau. Et on s'assure que comme vous n'êtes pas forcément passé par l'école normale supérieure, eh bien, au cours des 3 ou 5 prochaines années, pendant que les autres sont en congé, vous allez faire le sacrifice au mois de juillet et d'août d'être à l'école. Et comme cela, on vous met à niveau, au bout de 5 ans, vous avez le même niveau que les autres. Donc je veux juste ajouter, cela éviterait... Non, le sujet c'est tellement intéressant. Cela éviterait justement qu'on ait des enseignants du privé qui soient pigistes dans peut-être 4 ou 5 établissements. C'est impossible. Bon, comment un enseignant peut être dans 4 ou 5 établissements? Il l'a arraché de Parce ma que le bouche. tout, c'est pas d'enseigner, mais c'est d'être objectif dans la correction des copies. Il va y mettre quelle objectivité? C'est qu'il récupère les copies dans ces établissements-là, il donne ça aux enfants au quartier. Du coup, les enfants ont des notes qu'ils ne méritent pas. C'était le prochain point que je voulais soulever. Et le deuxième, l'autre point, par exemple, dans le supérieur, et ça me permettait en fait de faire la transition vers le supérieur. Mais c'est la même chose. Vous avez des enseignants du supérieur qui enseignent dans 4 établissements. C'est parce qu'ils gagnent 2 francs. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de choisir un métier et vous attendez de lui certains niveaux de performance et vous ne lui donnez pas une contrepartie qui lui permette quand même de s'assurer qu'il a une certaine qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons de manière générale dans l'enseignement, qu'il soit du secondaire, du primaire ou du supérieur, c'est que vous avez par exemple des enseignants du supérieur qui sont obligés d'être vacataires dans les IPES. Voilà le même problème. C'est-à-dire que vous avez dans les IPES, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont vacataires, et il y a des gens qui ont des salaires que vous n'imaginez même pas. Tout cela doit cesser. Il faut que l'État sache que ce que nous appelons l'État, c'est finalement les responsables publics. C'est leur responsabilité. Le problème chez nous, c'est qu'on a trop vite oublié ce qu'on appelle le contrat social. Et le contrat social veut que un certain nombre de sujets soient traités par ceux qui, tous les mois, reçoivent des salaires, des traitements, sont protégés par notre société et ont des fonctions. C'est eux qui doivent faire ce travail, c'est pas tout le monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous entendais parler, votre collègue et vous parliez de la protection individuelle. Vous disiez que c'est d'abord la responsabilité individuelle de se protéger. Non, il faut que les gens arrêtent de répéter ça tout le temps. On n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin ou on n'a pas besoin d'un enseignant ou je sais pas de la télé pour vous rappeler que protéger votre vie, les gens le font tous les jours. Le problème, c'est que nos États ont des responsabilités régaliennes, gouvernementales, qu'il faut qu'elles assument. Et l'une de ces responsabilités, c'est quoi? Si les gens sont tout à fait capables de dépenser 4 milliards pour offrir des voitures à des gens qui n'en ont pas besoin, ils sont tout à fait capables de dépenser les mêmes 4 milliards pour protéger leur actif le plus important qui est l'enseignant, à savoir lui donner des conditions de travail correctes, à savoir lui donner des masques, à savoir mettre d'ailleurs, faire des patrouilles médicales dans tous les établissements pour s'assurer pendant cette période de reprise des cours que ça se passe bien. Et les étudiants des facultés de médecine, là où il y en a, seraient très heureux justement de faire ces patrouilles pour leur formation. Et je crois que c'est pour cette raison, en fait, le problème qui est gênant, et j'aime bien ce que disait Anatole Aïssi, allons-y rapidement, messieurs. C'est que on n'a pas le sentiment de quelque chose de construit. On n'a pas, pour le moment, la bonne attitude n'est pas de tirer sur le gouvernement, machin, tout ça, parce qu'on est dans une période difficile. Mais il faut quand même
qu'on sente un minimum de construction, un minimum de structuration dans les actes du gouvernement. Comment est-ce que ça va se passer avec les taxis? Est-ce qu'on a parlé de ça? Le transport? Comment est-ce que ça va se passer avec les cantines? Les cantines. Ça va se passer comment là, lorsque les enfants... On ne comprend pas parfaitement, messieurs. Pendant ce temps, Albert Anatola, ici, on passe des moments difficiles, mais il y a 4 milliards qui ont été débloqués pour acheter des voitures aux députés. Alors que les anciens en ont besoin. Non, je voudrais relever 3 choses. La première, c'est que nous avons des policiers qui ont un statut. Vous avez des magistrats qui ont un statut. Est-ce que les anciens ont un statut? Oui. Ils ont un statut. Ah, d'accord. Statut particulier. D'accord. Même les enseignants, parce que même les enseignants du privé, parce qu'ils ont une mission de service public aussi. Pas avec les mêmes effets dans tous les cas. Voilà, en tout cas, puisqu'ils ont... Le problème, c'est les effets. Ils accomplissent une mission de service public. Et l'État a le droit de regarder et d'être très regardant dans l'accomplissement de ces missions de service public. Tout à l'heure, je crois que c'est Éric Pépin-Bikaï qui évoquait fort opportunément que vous ne pouvez pas comprendre que les promoteurs d'établissements privés qui reçoivent des subventions de l'État pour certains restent plutôt dans le business. Ils ne payent pas leurs produits, c'est-à-dire leur matière, la matière grise, c'est-à-dire l'enseignant. Ça pose un problème. La matière première qui est l'enseignant. Ça pose un problème. Moi, je vois un médecin, un enseignant qui va à l'école, il est habillé en loc. Il est habillé en loc carrément. Et il va transmettre le savoir à un enfant. Non, il y a un problème. Je trouve dans certains établissements, même, les enfants commencent à manquer de respect justement à l'enseignant. Je trouve cela. Quelquefois, dans certains établissements, ce sont les élèves qui peuvent le taxer à leurs enseignants. Ça pose un problème d'autorité. C'est récurrent. Ça pose un problème d'autorité. Parce que, de notre époque, il ne voudrait pas être nostalgique. L'enseignant était quelqu'un de très respecté. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Même les parents se donnent le droit d'aller même agresser un enseignant dans l'espace où il est censé être protégé. Je pense que ce sont les éléments que le gouvernement doit prendre en compte pour protéger l'enseignant. Ça, c'est l'un des deux. Je pense qu'il est important et c'est fondamental que dans le cadre de la lutte contre le Covid, que véritablement, tout à l'heure, docteur, il a parlé des patrouilles médicales. Ça, c'est important, c'est fondamental. Il faut protéger pas seulement les élèves, mais surtout les enseignants et le corps administratif, avec tout le monde exposé. Et vous ne faut pas me dire que les responsables d'établissements... Moi, je voudrais surtout m'intéresser ici aux établissements privés, parce que c'est là-bas où il y a la grande pagaille. Donc, moi, je pense qu'ils ont suffisamment d'argent, pas pour construire d'autres immeubles, mais pour pouvoir protéger leur personnel, le personnel enseignant. Troisième chose que je shoot par là, il faut qu'on dessaisisse certains administratifs de régler certains problèmes techniques. Il y a des questions qui ne relèvent pas de la compétence des administratifs. Ça sonne tout faux. Et là, on se retrouve dans la situation actuelle, c'est de la cacophonie, où vous vous trouvez avec quelquefois quelqu'un qui est assis dans un bureau climatisé, capitonné, il prend une décision à l'emporte-pièce qui ne prend en compte aucune réalité. Donc, je pense, à mon sens, que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une concertation. Parce que lorsque vous prenez des décisions non concertées, ça aboutit à cela. C'est pour ça que 4 semaines après, on n'a pas de feuille de route. On devait avoir une feuille de route claire, un cahier de charge précis. Et en plus, j'ai failli oublier. Et en plus, j'ai pas oublié. La carte sanitaire, tout à l'heure, moi j'ai vu le professeur à Kissé qui a une carte sanitaire. C'est une carte scolaire. C'est une carte scolaire à actualiser, professeur. Il faut actualiser cette carte scolaire. Professeur Soumou, je sais que vous avez relevé pas mal de choses. Je vous laisse. Il est face à ses étudiants. Oui, il est face à ses étudiants. Bon. C'est le père. Et justement, je parlerai comme un père. Vous savez, je partage vos inquiétudes. Mais nous sommes en situation de crise. Vous savez, moi, je suis enseignant par vocation. Excusez-moi de vous le dire, quand j'allais à l'école normale supérieure, j'ai sorti d'une autre grande école. J'ai choisi de devenir enseignant. Et j'aurais pu faire autre chose. Et j'étais loin d'être bête. Donc, j'aurais pu faire autre chose. J'avais tellement de choix. J'ai choisi de devenir enseignant. Et ça fait 27 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que pendant que les autres se reposaient, on a eu environ 2 mois de congés forcés. Je n'ai jamais autant travaillé.
parce qu'il fallait préparer les cours, les déposer en ligne. Il fallait évaluer les cours de mes collègues. Et puis, le doyen de la faculté des lettres m'a confié 3 manuels à faire. 3 manuels de formation bilingue, première, deuxième, troisième année. 3 manuels, donc 3 livres. Et je suis en train d'achever le 3e. Et je crois que je le ferai cette semaine. J'ai fini les 2 premiers. Je n'ai jamais autant travaillé. Donc, franchement, vous savez, les questions de l'éducation sont essentielles, sont cruciales dans une société. Et être enseignant, c'est un métier noble. Je partage vos préoccupations. Mais je vais aussi dire que nous sommes en situation de crise. Même chez vous, les journalistes, vous avez une communication de crise. Vous ne parlez pas tant de crise comme... voilà. Donc, je voudrais dire... Nous aussi, on entend de l'aide. Hein. Voilà. On n'a pas encore eu cette aide, il faut bien préciser. Vous savez, en situation de crise, on ne met pas un État en difficulté. On peut poser des problèmes, je ne dirais pas qu'on ne pose pas de problèmes, mais on attend surtout des solutions. Tout à fait. On attend surtout des solutions. Le docteur me l'a dit, il a raison. Est-ce qu'on a associé les syndicats? Je ne sais pas. Je n'ai pas de données. Mais on aurait dû les associer si on ne l'a pas fait. Et si on ne l'a pas fait, est-ce que les syndicats attendent d'être associés pour apporter leur contribution? Je dis non. En situation de crise, tout le monde apporte sa contribution. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a ceci. Ils n'attendent pas, ils cherchent. Le Cameroun, il y a eu beaucoup de traitements proposés qui attendent d'être homologués, mais qui sont déjà utilisés, vous le savez. Est-ce que ces gens ont attendu qu'on les associe à quoi que ce soit, Monseigneur Cléda et tous les autres? Non, ils n'ont pas attendu. Nous sommes en situation de crise. Tout le monde apporte sa contribution. Je peux vous dire, ça, excusez-moi de le dire, je suis ancien de l'église. Mais les églises prient, vous le savez aussi. Ok? Il y a eu une prière il y a 3-4 jours dans toutes les églises, les paroisses de l'église protestante camerounaise, les PC. Et nous prions dans les paroisses, mais nous prions chez nous. Je peux vous dire que tous les jours à 22h, il y a une prière de tous les anciens de l'église. Bon, la présidente de l'association des anciens de l'église communique le thème, etc., les passages à lire. On le fait chez nous. Et peut-être en famille avec nos enfants. Nous prions, c'est la contribution. On n'attend pas que l'État vienne nous dire. Non. Chacun doit apporter sa contribution. Les enseignants ne peuvent pas attendre que l'État vienne leur dire de faire telle chose. Les syndicats des enseignants ne doivent pas attendre. C'est pour ça que je dis... Ce qu'on n'a pas. Non, ils ont tout. Ils ont tout. Je vous dis que depuis 2 mois, moi, je ne dors pas. D'ailleurs, quand M. Ngoz m'a appelé hier, j'ai vraiment hésité. Oui. Parce que, je vous assure, j'ai travaillé hier de 7h30 à 19h. Avec peut-être une petite pause pour prendre le café et une autre pour manger. Donc, je savais que ce matin, il serait bien fatigué. Donc, pour dire qu'on a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à donner. Mais je puis vous dire que depuis 2 mois, il y en a qui dorment, hein, qui sont enseignants. Les enseignants doivent aussi payer la crêpe pour leur je voudrais dire, tout le monde peut contribuer, monsieur. Les médecins contribuent. Tous les corps sont affectés. Et les médecins, les soignants, comme on les appelle, payent le plus lourd tribut. Pourquoi est-ce que les enseignants devraient rester chez eux, toucher leur salaire pendant 3, 4, 5 jours? Ils devraient apporter des propositions et dire non à la reprise des cours, à la veille de la reprise des cours. Je trouve qu'il y a un problème d'éthique, monsieur. Vous savez, les parents sont malheureux. Nous sommes tous parents, je crois, hein, en fait. Il y en a qui sont très jeunes. Tout le monde est parent. Oui, les parents sont très malheureux d'avoir les enfants à la maison. C'est vrai. Ouais, et nous devrions être malheureux, comme l'a dit mon fils Bikaï tout à l'heure, de ne pas avoir ses enfants à l'école. Et je crois que c'est monsieur Aïssi qui a parlé tout à l'heure de prétexte. Je vous assure, j'ai très mal quand je constate que 9 fois sur 10, les Camerounais veulent tout prendre comme prétexte pour ne pas faire, au lieu de chercher des raisons de faire. Je dis, trouvons des solutions. Tout le monde est affecté. L'État a dit, ok, il faut sauver l'année. Ça doit être la préoccupation de tous les acteurs de l'éducation. Quand je parle de tous les acteurs, je parle des autorités éducatives, je parle des parents, des enseignants et autres.
Maintenant, peut-être que ça ne se fait pas. Ça devrait se faire parce que je dis l'éducation concerne tout le monde. Les autorités administratives, les élus locaux, les opérateurs économiques, les parents, les enseignants, tout ce monde devrait se réunir pour voir. Mais la mairie peut apporter, on parle de désinfection. On n'attend pas seulement que le ministère de l'Éducation... La mairie peut venir le faire. Il y a des opérateurs économiques qui peuvent venir le faire parce que l'école nous concerne tous. Les opérateurs économiques nous concernent tous. Vraiment, les problèmes de salaire est haut. Mes chers amis, vous le savez désormais, j'ai 27 ans. Il y a des enfants que j'ai formés. Quelqu'un qui va avec un DA au Tchad, qui enseigne au Tchad, il a 2 fois mon salaire. Je ne peux pas être content de gagner le salaire que l'État me donne. Je ne suis pas content. Mais je fais mon travail et j'essaie de le faire du mieux possible. J'ai un de mes anciens étudiants sur ce plateau qui doit revenir d'ailleurs parce qu'il doit continuer en recherche. Oui, vous savez, hein, mon maître, le professeur Maurice Taradji, disait que la vie c'est une course de relais. Tu cours et puis après tu passes le témoin. Donc franchement, je souhaiterais qu'on soit dans cette logique et dans cette dynamique. C'est notre pays, nous devons le construire. Nous ne devons pas, c'est pas le cas aujourd'hui, le détruire. Mais quand nous sommes en situation de crise, toutes les énergies doivent converger vers une seule solution: sauver notre pays. Et tout le monde a parlé du comportement irresponsable, être surtout responsable. Parce que ce sont ces comportements irresponsables qui font que cette pandémie, de plus en plus, est en train de progresser et de faire des morts dans nos familles. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin. Eric Pépin Bika, vous avez suivi votre professeur, hein, vous devez revenir pour finir la recherche pour le doctorat. Non, je suis d'accord, c'est un bon sophiste. Bon, même si quelque part c'est cher, vous m'avez dit ça. Non, oui, c'est cher. Puis, très cher, mais bon, le ça va. qu'il n'y a pas les conditions d'accompagnement. Mais quand même, on va se battre à terminer ce parcours-là. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous me broussez, ça c'est encore l'église. Ça c'est pour encore bien motivé. Tout à fait. Docteur Yabzouri, merci d'avoir été là ce matin. Eric Pépin Bika, merci également. Je rappelle que vous êtes également enseignant. Albert Natola ici, merci également d'avoir été là. Ça fait plaisir. Professeur Assoumou, merci également à vous. Merci. Mesdames, messieurs, on n'est pas encore sorti de parler en tout cas des enseignants. Il y a un enseignant d'ailleurs que nous allons recevoir dans un court instant. Kagne Tagamo Faustin est également là. Il nous parlera bien sûr de l'éducation. Nous accueillons sur ce plateau Kamge Tagamo Faustin, président de l'association Ernest Éducation, qui font d'ailleurs, il faut le dire, l'association qui fait dans la promotion de l'éducation des jeunes. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Très bien, je me sens bien. Même si les enseignants veulent faire grève avant le 1er juin prochain? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat, qui était un très bon débat déjà. Mais je dis, on ne marchande pas avec la crise. On ne pouvait pas attendre quelques jours pour commencer à dire que l'État devrait faire ci ou ça. L'objectif de l'enseignant, c'est former. En tout cas, on va revenir dans un instant avec vous. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs. Voici en tout cas le regard de l'expert. Justement, plusieurs choses ont été demandées par vos syndicats, il faut le préciser, avant le 1er juin prochain. Il faut le port du masque et surtout le masque pour tous les enseignants, ça il faut le préciser également. Les gels hydroalcooliques, et il y a également le fait qu'il faut protéger également tous les élèves et sans oublier bien sûr la désinfection des salles de classe. Et vous avez précisé également qu'il faudrait 24 élèves par salle de classe. Justement, au départ, le ministre avait demandé 24 élèves par salle de classe. Oui. La dernière ordonnance du président de la République, on peut aller jusqu'à 50. Et là, ça pose vraiment un problème sur les distances dans les salles physiques, dans les salles de classe. Mais seulement, vous savez, Steve, que l'enseignement prend 3 pôles très importants. Il y a le parent. Il y a l'enfant, il y a l'enseignant et peut-être aussi autour de l'enseignant les autorités. Du coup, le parent aussi, aucun parent ne pourra accepter que son enfant aille se faire tuer ou mourir. Du coup, à notre niveau, dans mon établissement, parce que je le rappelle, je suis aussi chef d'établissement, j'ai pu tendre la main aux parents pour que chaque parent puisse prévoir
au niveau de ses enfants, pour son enfant, des gels hydroalcooliques et au moins 3 masques lavables. Cela pourrait nous permettre d'éviter ou d'aller en phase avec des mesures barrières. Autre chose, nous sommes en train de tenir des réunions et on est en phase aussi avec la délégation où la dernière réunion était hier pour organiser la rentrée effective qui se fera lundi. Déjà la désinfection des salles de classe, la préparation, et là nous avons interpeller les services d'hygiène pour que notre établissement puisse être prompt à recevoir les enfants dès lundi. C'est quoi Ernest Education? Ernest Education, c'est une association à but non lucratif. Pourquoi? Parce que nous avons pensé, je peux le rappeler ici, après 13 ans comme enseignant de langue, je me suis rendu compte que les enfants que je formais, je les retrouvais dans la rue en train de vendre la tomate. Ils ne pouvaient pas continuer à l'université. Nous avons eu des enfants qui passaient le baccalauréat avec mention et qui ne pouvaient pas continuer. Du coup, avec certains amis, nous avons mis sur pied depuis 3 ans NS pour accompagner ces enfants après baccalauréat. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire que quand un enfant passe son baccalauréat avec mention et qu'il peut avoir un concours tel FGI, Polytechnique, Fac Médecine, nous prenons en charge et des frais de scolarité et des frais d'hébergement, parce que j'ai toujours cette ferme conviction que l'éducation est la lumière et est la voie inéluctable pour le développement d'un pays. Si les enfants sont bien formés, on pourra faire plus tard basculer la tendance. Mais là, il faut inculquer à ces enfants des valeurs. Bonne éducation, cela signifie un pays fort et prospère. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons déjà 5 enfants que nous prenons en charge. Le dernier va soutenir son BTS dans les jours qui suivent à l'UIT de Badjoun. Et dans la même voie, nous avons pu aider un orphelin qui se trouve aujourd'hui au Japon et qui s'est fait recruter dans l'une des plus grandes entreprises. Et là, c'est sans couleur, c'est sans tribu, c'est sans rien. C'est que si vous avez la matière grise, nous on vous accompagne et puis vous n'avez pas besoin de Donc vous accompagnez les enfants qui se retrouvent en difficulté. En difficulté, oui. Difficulté de continuer justement de fréquenter. Oui, difficulté de continuer de fréquenter. Pourquoi? Parce que je le disais encore, oui. L'éducation est l'âme d'un peuple. Voyez-vous, j'ai eu il y a 2 ans le major national au BPC. Mais je vais vous dire que cet enfant vit dans une famille d'une pauvreté incroyable. Mais il n'a que sa matière grise. Quand vous êtes son professeur de physique, il faut bien vous préparer. Parce que des questions qu'il vous pose, et si vous n'êtes pas bien préparé, il va vous coller. Et ils sont nombreux comme ça qu'on rencontre tous les jours. Surtout comme mon établissement est 9e national. Ça veut dire que nous prenons la peine de faire des tris. Et on se retrouve après le bac. Ils sont dans la rue. Donc nous avons mis sur pied cette initiative pour pouvoir aider ces enfants à aller plus haut que cela. Et on a eu la chance qu'il y a des âmes de bonne volonté qui nous accompagnent dans ce sens-là. Malgré la popularisation de l'enseignant, vous continuez quand même à aider d'autres, vos élèves en tout cas, comme le disait d'ailleurs Éric Pépin-Bikaï il y a encore quelques temps, à un moment donné c'est de la drogue, vous ne pouvez pas vous décoller de l'enseignement. Oui, Éric a dit beaucoup de choses. Moi, je préfère aller dans le même sens que le professeur. L'enseignement, c'est une conviction. Oui. Et au-delà de la conviction, ça devrait même être un don. Voyez-vous, si vous choisissez d'être enseignant, parce que vous voulez être riche, vous ne serez jamais riche. Si on veut être riche, il ne faut pas être journaliste, il ne faut pas être caméraman, il ne faut pas être enseignant. Il ne faut pas. Si on veut être riche, il faut être homme d'affaires. Être enseignant, ce ne sont pas les métiers qui rendent les gens riches, ça. Je crois que c'est Gbagbo qui l'a dit. Et il avait raison de le dire. Être enseignant, c'est se mettre aux côtés de l'enfant et de le former. Je suis toujours très fier, chaque lundi matin, quand je tiens le rassemblement et que je parle à 1000 jeunes. Et que je leur donne la feuille de route. Je suis toujours très fier quand je suis dans une salle de classe et que j'essaie d'impacter. Parce que vivre aussi, c'est impacter la jeunesse. C'est d'être capable de leur donner une voix. Et mes élèves aujourd'hui gagnent plus que moi. J'ai des enfants qui sont commissaires de police. Voyez-vous, mais quand j'arrive, j'ai eu un problème un jour, j'avais oublié ma carte d'identité. Ça peut arriver. Et c'est quand j'arrive au commissariat, on me demande de m'asseoir par terre. Et c'est mon élève qui était commissaire. Et je dis que mais non, mon professeur ne peut pas. Il m'a plutôt payé le taxi et il m'a raccompagné. Je crois que c'est ça, inculquer aux jeunes des valeurs. Et c'est ça le combat que NS Education
est en train de mener aujourd'hui. Pouvoir réveiller. Vous allez reprendre quand même le cours le 1er juin prochain? Sans faute. Pourquoi? Parce que notre établissement, nous sommes sur la base, contrairement à ce que l'autre disait, que le privé, c'est ceci, c'est cela. Lorsque vous regardez, Steve, les meilleurs établissements au Cameroun aujourd'hui, les top 10, c'est la première fois depuis 15 ans. Ce sont les établissements privés. Voilà, depuis 15 ans qu'un lycée, le lycée de Yabassi, lycée agricole, est premier, mais il faut regarder l'effectif. C'est depuis 20 ans. Les meilleurs établissements au Cameroun, sans se jeter des fleurs, c'est les établissements d'enseignement privé. Que font donc les PLEG qui ont toutes les chances, qui sont bien formés aux frais de l'État et qui ont un bon salaire? Parce que rappelons aussi qu'un PLEG est en catégorie A1 de la fonction publique. Quand on se met aujourd'hui à dire que non, l'État ne fait rien pour les enseignants, c'est quand même un peu de l'exagération. Et même dans ce privé, il y a des gens qui ne sont jamais à l'école normale, mais qui sont des enseignants de haut vol, avec l'étoffe nécessaire. Et du coup, on va dire que Liberman trie et bien d'autres, mais c'est faux. Ce qu'ils ont là, ils ont mis sur pied une politique qui accompagne des gens qui ont des dons justement pour enseigner et qui peuvent inculquer en tout cas de belles choses en tout cas aux enfants. Aux enfants. Je vais vous dire quelque chose. Quand mes enfants composent, je suis au lycée tous les matins. Je les vois entrer. À midi, je reviens voir comment ils ont composé. Et le soir, je reviens. Je m'assure que tout le monde est rentré. C'est ça le travail. Avant qu'ils ne partent composer, j'ai une réunion, c'est une messe où je viens leur dire bonne chance. Je viens leur dire comment se comporter. C'est ça ce travail. Mais vous allez demander à un player, il n'aura pas le temps, il va dire est-ce qu'on me paye pour ça? Donc, il faut avoir d'abord la conviction. Nous avons choisi ce métier quand on a fini l'université. Et au départ, on se moquait de nous. Mais je vais vous dire que cet enseignement, ça me nourrit. J'ai pas un problème aujourd'hui. Et même pendant le confinement, contrairement à ce que les gens ont dit, mon salaire, il passe toujours. J'ai pas de problème. Ben, ça, c'est pour votre établissement, parce que vous êtes chef d'établlement. Vous pouvez nous dire ça. Non, il y a des enseignants. Il y a plusieurs chefs d'établissement qui, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas payé les salaires de certains. D'autres même ont eu 6 000 francs, comme on l'a suivi. Je vous dis que c'est la vérité. Je suis journaliste, je peux vous dire une chose simple, c'est que je vais à la source pour voir. J'aurais pu dire d'ailleurs et donner le nom de la personne, mais je ne vais pas le faire. Et ni également le nom de l'établissement. Merci en tout cas, Kamge Tagamo Faustin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Ernest Éducation, promotion de l'éducation des jeunes. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites pour l'humanité tout entière, ça il faut le dire, pas seulement pour les élèves. Vous faites un gros travail en tout cas pour toute l'humanité. Et pour cela, nous vous disons merci. Merci aussi. Au nom de toute l'équipe de DBS Matin, nous disons merci à tous les enseignants. J'espère tout simplement qu'on pourra leur dire merci avec cette balade, il faut le dire, qu'on a souvent mis sur notre chaîne pour faire comprendre à ces enseignants que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous savons pertinemment tout le travail que vous faites au quotidien pour éduquer les enfants. Mesdames, messieurs, c'est ici que ça s'élève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, celui qui ouvre une école ferme une prison, disait Victor Hugo. Demain, au revoir.